On a signé sur un papier, mais vraiment, tu vois, sur un vrai papier, qu'on allait trouver 12 indépendants qui voulaient se former au Gross Hiring, qui allaient nous payer et qui seraient contents à la fin. On embarque les 12 avec nous et en fait, les retours qu'on a eu à la fin du bootcamp, je te jure, on en avait des frissons. On a senti la traction de démarrage il y a un gros intérêt pour ce truc. Ils savent pas exactement ce que c'est, mais ils ont besoin d'aide, ils ont un besoin et on y va. Nous, on fait le premier événement sur LinkedIn. Il y a eu 900 inscrits. Pendant l'événement, on sent qu'il y a plein d'engouement de réaction. Donc on se dit, on va créer un Slack, on met tout le monde dedans et on arrive à avoir, tu vois, 500 personnes sur le Slack assez rapidement. En 8 mois, je crois, on a signé 60 cabinets. Ok. 10 000 euros, tu vois, donc on a fait nos 600 000 euros, quoi. nos 600 000 euros et on s'est dit, ok. Et là, tu dis, putain, je tiens un truc. Là, je me dis, je tiens un truc. Du coup, on était en train de parler de newsletter avec Marie-Lou juste avant qu'on me dise hey, Hugo, c'est bon, ça enregistre et tu dois partir à 18h. On se fait un peu foutre dehors, mais bon, écoute, au moins, on a le time. Parce que toi, du coup, ta newsletter, elle s'appelle Bravo PME. Je crois que c'est un side que tu as en plus de ta boîte, hein, c'est bien ça? Exactement. Tu es sur Substack aussi, toi, non? Ouais, je suis sur Substack et c'est une newsletter que j'ai commencé il y a 3 ans, en fait, quand je me suis lancée en freelance. Ok. Moi, je me suis rendu compte que... Donc, je faisais du growth marketing. Je me suis rendu compte que quand je faisais dans des startups, ça marchait bien, mais c'était pour trouver un petit peu le product market fit. Mais quand je le faisais dans des PME, en fait, là, il y avait un truc qui se passait, c'est qu'ils avaient déjà des clients contents, ils avaient déjà un business model. Et du coup, quand j'allais mettre du growth là-dedans, ça allait accélérer leur boîte. Et donc, du coup, je me suis dit, comment tu vas pouvoir avoir de nouveaux clients PME et tout. Et je me suis dit, en fait, tu envoies déjà des conseils à tes clients à droite à gauche par mail chaque semaine. Je me suis posée un samedi, je me suis dit, allez, regroupe tout ça dans une newsletter. Et au lieu d'envoyer ton conseil toutes les semaines à tel client, à tel autre, en fait, tu envoies un conseil toutes les semaines de grosse marketing à des PME. Et du coup, ça a vraiment démarré comme ça. J'ai dit, allez, un petit truc positif avec PME dedans, bravo PME. J'ai dit, allez, go. Ouais, on aime bien un peu, tu sais, ça fait penser un peu à Merci Internet, des trucs comme ça et tout, des brands un peu sympas. Et du coup, j'ai 2 questions. C'est comment, quand tu as commencé, comment tu as eu tes premiers abonnés et comment tu en es monté à, je sais plus, aujourd'hui, tu es à quoi, 5, 6, 7, 8 000? Ouais, j'ai 6 000 abonnés Ouais. qui sont des dirigeants de PME, du coup. Mais en fait, au début, c'était vraiment l'époque, tu sais, Grégoire Gambato sur LinkedIn qui poste et tout. 2021 par là, quoi. Ouais, exactement. Post-Covid. Ouais, franchement, c'était juste après le Covid. Moi, je venais de démissionner de chez Miro. J'étais dans une boîte dans la photo, tu vois, en start-up. Je connais très bien Je Miro. connais très J'ai bien. reçu Rebo dans le podcast. Ok, voilà. Du coup, moi, j'étais growth manager chez Miro. Je me dis, allez, je me mets à mon compte en grosse. Et là, je me dis, je vais suivre des PME. Donc, je lance la newsletter. Et puis, comment j'ai eu les premiers abonnés? En fait, j'ai fait une annonce sur LinkedIn. Tu sais, les petits posts un peu annonces, tu vois, quand tu postes pas encore beaucoup, Les gens, ils aiment bien, ouais. les gens, ils aiment bien, en fait. Et puis, surtout, en fait, les gens aiment bien t'encourager, tu vois, te soutenir. Donc, j'ai dit, voilà, je lance une newsletter. Ce sera un conseil par semaine. Tous les vendredis, je l'envoie. Je fais ça à côté de mon boulot et je fais ça en 3 heures chaque vendredi. J'ai fait le post et ça a pris, tu vois. Et ensuite, je pense que le premier moyen d'avoir des abonnés, c'était ça. Le deuxième, ça a été, je suis passée dans des newsletters. Je sais pas si tu te souviens, la grosse letter de Spendesk. Exactement. Bah ouais. Avec Jérémy, qui Exactement. est également venu dans le podcast, qui aujourd'hui a sa propre boîte qui s'appelle The Mobile First Company. On l'adore. Et lui, c'est vrai qu'il a vraiment popularisé le growth en France là-dessus et tout, notamment avec la grosse letter. Exactement. Et en fait, il poussait du coup des profils grosses dans sa newsletter et puis il parlait un petit peu de ce qu'il faisait. Et en fait, moi, un jour, je m'en souviens, j'étais avec des potes à l'océan et je vois mon compte Substack s'affoler avec plein de... À cette époque, c'était le début, tu vois. Donc, je mettais une notification pour chaque personne qui s'abonnait et je vois le truc s'affoler et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et en fait, j'ouvre la grosse letter comme je la lisais et je vois que je suis dedans et je vois que plein de gens se sont abonnés. Donc, Ouais, trop bien. tu vois, le côté référol vraiment a bien pris, quoi. Mais du coup, là, attends, vas-y, je vais essayer il y a 3 playbooks en fait dans ce que tu viens de dire. C'est que déjà, quand vous vous lancez dans une activité, du coup, créer du contenu, encore une fois, pas pour vous, mais en fait qui est destiné à vos futurs clients, c'est intéressant parce que toi, tu voulais faire du growth pour les PME. Donc, du coup, tu as créé une newsletter qui parle de growth pour les PME, qui s'appelle Bravo PME. Tu le lances, donc ça, c'est le premier bon truc. Deuxième chose, en fait, pour l'annoncer, pour avoir un peu les premiers abonnés, c'est ce que moi, j'appelle un peu l'effet dossard. Tu vois, c'est que, tu sais, quand tu cours le dimanche matin, tu es tout seul, il n'y a personne qui t'encourage. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui t'encourage, il est chelou, quoi, tu vois. Alors que quand tu es dans le marathon, que tu as un dossard ou quoi, il y a ton blast dans le dos, il y a tout le monde qui t'encourage, qui te donne ton prénom, et tu es bien meilleur le jour de la course qu'à l'entraînement. Et ça, en fait, le fait de le dire sur LinkedIn, je me lance là-dessus,
et bah, les gens, en fait, comme tu dis, en vrai, la plupart des gens sont sympas et ils te font un like, un commentaire, ils t'encouragent, quoi. Ouais, Donc, ouais. carrément. Et en fait, moi, j'avais l'impression à ce moment-là, et je pense que tu as peut-être déjà eu cette impression, j'avais l'impression que tous les yeux étaient rivés sur mon projet. J'étais là, je me mettais une pression folle, tu vois. J'étais là, la première newsletter, il faut qu'elle soit bien, il faut pas que je passe 2 semaines sans avoir d'abonnés. J'avais toute une pression. Et en fait, j'ai eu un petit déclic, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais personne ne s'occupe de ton projet, en fait. Chacun Ouais, est dans sa roue, dans son truc. exactement. Ouais. Et au final, tu vois, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Et tu sais que bah, la première fois que tu lances, ça va pas forcément super bien marcher, mais tu vas apprendre. Et voilà quoi. Et attends, bah, du coup, juste avant de revenir à Gross Hiring, qui est quand même ce qui nous intéresse, un peu juste pour qu'on comprenne bien un peu quel est ton profil. Et on sent que justement, tu as un profil qui est vraiment tourné vers le développement, vers le growth, vers le marketing, vers tout ça. Du coup, je suppose que Miro, c'est là, alors peut-être pas là que tu as fait tes armes en premier, mais peut-être là où ça a dû être, enfin, ça était tellement haut, tellement vite, tellement fort. Et vous deviez avoir en plus les moyens, tu devais avoir des équipes, tu devais avoir tout ça. Est-ce que c'est vraiment c'est une grosse expérience ou c'est pas l'expérience la plus importante de ta vie de salarié, quoi? Ouais, en fait, ça a été quand même une expérience très structurante pour moi parce que c'est la première fois que j'ai vraiment fait du gros en entreprise. Ok. Et en fait, moi, à la base, j'ai fait 4 ans chez Canal+. Et Canal+, tu vois, c'était pas vraiment le mindset growth, c'était vraiment le marketing à l'ancienne. Moi, j'étais sur l'acquisition e-commerce, donc il fallait trouver des abonnés Canal+, grâce au e-commerce. Ok. Donc, tu vois, des millions de budgets de Google Ads. C'était le début aussi Facebook Ads qui marchait très bien, tu vois. Et puis tous les leviers, en fait, même display, tout ça, donc tous les leviers digitaux. Et en fait, après, j'ai décidé de... Donc, j'ai fait ça 4 ans chez Canal+, 2 ans sur la France, 2 ans sur l'international. Et ensuite, j'ai décidé de un peu tout plaquer, partir vivre en Australie et faire mon aventure, tu vois. Ok. Et c'est là où, du coup, j'ai fait la startup school de Y Combinator. Ok, stylé. En Il y en fait, a une en Australie, du coup. En fait, non, c'est Ah, complètement c'est en ligne. Ouais. C'est en ligne, tout le monde peut le faire, en fait. C'est juste tu vois, un truc à suivre. C'était, je crois, 4 heures ou 6 heures par semaine pendant 8 semaines. Et en fait, tu suivais les mêmes conférences que les incubés de Y Combinator. Et moi, je découvre là le gros, je découvre un nouveau monde de start-up qui était pas... que j'avais un petit peu au fond de moi, tu vois, mais qui n'était pas forcément actuellement dans mon parcours, quoi. Et donc là, j'adore. Et à ce moment-là, je me suis un peu fait chasser par Miro parce que j'avais une expérience, tu vois, dans une grande boîte. Et eux, ils étaient en train de structurer. C'était juste avant la grosse levée de fonds. Et donc, chez Miro, ouais, super expérience, en fait, parce que en fait, on teste plein de mécaniques grosses. On commence à avoir un petit peu de budget. On commence à avoir une équipe. Tu vois, on était passé de 1 au market à... je crois qu'on était 7-8, tu vois, au market. C'est le début aussi... de l'Emlist. Et en fait, on teste l'Emlist avec Guillaume qui est dans les bureaux, tu vois, qui vient bidouiller des trucs pour qu'on trouve des cas qui marchent et tout. Donc franchement, c'était une super, C'est super marrant, époque. ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment pile. Alors, ça faisait un petit moment qu'on utilisait le mot growth, mais en fait, c'est vraiment, je trouve, à ce moment-là que ça devient quelque chose d'assez mainstream, en fait, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas encore compte de... En fait, moi, ça a été un gros changement de passer de... Je suis dans une grosse boîte avec beaucoup de budget à une start-up où certes, on avait levé des fonds, mais en fait, il n'y avait pas le temps pour faire des prêts, pour aller négocier un budget, un truc comme ça. On me disait, mais non, tu as une idée, tu la lances et tu vois, quoi, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, une vitesse super intéressante. Et puis, on a testé des mécaniques sur les US, surtout, tu vois, avec Miro. Et après, les mécaniques qui ont marché sur les US, on nous a dit faut les déployer sur 30 pays. Donc Brésil, Japon, enfin tu vois, en plus des pays, Inde, des trucs qui sont particuliers quand même. Donc ça a été très intense. Et c'est vrai qu'à un moment, ça a été un petit peu aussi trop, tu vois. C'est des boîtes qui vont vite. Et en fait, c'est dur disons que d'avoir un management, tu vois, efficace dans ces conditions-là. Et donc, du coup, ça a été même un peu trop à un moment pour certaines teams. Mais moi, derrière, je me suis régalée en grosse, en tout cas. Et puis après ça, tu te lances en freelance. En fait, tout le monde a envie de savoir les mécaniques qui ont marché chez Miro. Tout le monde a envie de savoir, tu vois, de t'avoir en mission, quoi. Donc, c'était un super label, en fait, pour toi, quoi. Ouais, exactement. Donc, en fait, tu quittes Miro, tu te lances en free. À ce moment-là, est-ce que tu te dis, je deviens une entrepreneuse ou quoi? Non, c'était plus, je deviens indépendante et j'ai plus envie, là, pendant un petit moment, de bosser pour quelqu'un. En fait, tu étais dans quel état d'esprit, là, à ce moment-là? En fait, juste avant de partir en Australie, donc quand j'étais chez Canal+, j'avais une idée de projet et j'avais été assez loin finalement dans le développement, mais pas jusqu'au lancement. En fait, je voulais faire, donc c'est complètement what the fuck, je voulais faire des masques de nuit
Moi, c'est un truc que j'ai depuis super longtemps. J'ai été à l'internat petite, donc j'étais toujours dans des endroits toujours avec du monde et tout, donc j'avais besoin de ça pour dormir. Et donc, c'était un petit peu ma première expérience en entrepreneuriat. Je me suis dit, je trouve pas de masque de nuit qui me va. Okay. Donc, je vais en faire un. Donc, du coup, j'ai commencé à, tu vois, partir à fond dans ce projet, lancer le truc, aller sourcer un petit peu des tissus de soie, voir quelle matière je voulais, voir faire les protos. J'ai commandé des premières versions, tu vois, les 10 versions, elles étaient trop bien. Et je commande 300 masques, les 300 premiers masques. Et là, je me rends compte que par rapport aux spécifications que j'avais mis, bah, ça marche pas. Et ils sont pas bons, tu vois. Les trucs, ils n'étaient pas parallèles et tout. Enfin, donc, j'étais super deg. J'avais lâché 1 000 €, tu vois, pour mon premier projet. Donc, ça me démangeait, tu vois, l'entrepreneuriat quand même, quoi. Ouais. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, ben, mes 300 masques, je les ai mis chez mes grands-parents. Je suis partie en Australie et je me suis dit, tu vas faire le point là-bas. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, OK, en fait, il y a tout un monde, tu vois. C'est là où j'ai commencé à regarder les vidéos, tu vois, The Family, tous les... Enfin, j'ai vraiment consommé Y Combinator aussi, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, en fait, ma place, je pense qu'elle est peut-être pas forcément en entreprise. Canal+, j'avais fait un congé sabbatique. Je me suis dit, bon, déjà, je vais les appeler, je vais leur dire que je reviendrai pas. Et puis, tu vois, j'avais pas forcément vocation à repartir chez Miro après. Je me suis dit... moi, je me suis lancée en freelance depuis l'Australie. J'ai commencé à aller à Bali, tu vois, pour bosser de là-bas et tout. Et c'est juste Miro, j'avoue que ça m'a trop tenté en fait de participer à cette aventure. Ils m'ont convaincue et je regrette pas, tu vois. Mais du coup, j'avais déjà ce truc un peu d'entrepreneuriat qui me démangeait. Mais j'ai commencé par le freelance parce que j'écoutais beaucoup Tribu Indé. Je sais pas si tu vois le podcast. Alors, je vois le podcast, en fait, j'arrive à voir le logo. Qui c'est qui est l'host de ça déjà? C'est Alexis Minkela. Oui, exact, ouais. Et en fait, moi, je me souviens quand j'étais chez Miro, j'écoutais tout le temps, tu vois, entre midi et deux les trucs, et je me disais, putain, mais c'est trop bien. Donc, j'étais à fond dans ma mission chez Miro, mais je savais que, tu vois, au bout de 2 ans, bah, en fait, j'allais vouloir partir en free. T'étais à fond dans les contenus quand même. Les contenus, ça t'a beaucoup Ouais. aidé en fait à construire ton état d'esprit entrepreneurial quand même. Ouais, complètement. Franchement, moi, de base, tu vois, je viens de Toulouse et je suis pas du tout Enfin, j'avais pas du tout cette fibre-là. J'ai vraiment découvert tout un monde à travers les contenus et même, tu vois, les podcasts, les vidéos YouTube, les livres aussi. Donc, ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup changé de mindset, tu vois. Et c'est un peu sur cette période-là, tu vois, 2018-2019, où je me suis dit, en fait, il y a d'autres possibilités que le salariat, quoi, tu vois. Et donc, du coup, donc, t'es freelance, je suppose que tu commences à choper un premier client, peut-être un deuxième client. Tu faisais quoi exactement? C'était vraiment... Tu faisais quoi? Audit, préconisation et mise en place de stratégie growth ou c'est un peu plus compliqué que ça ou Non, c'était à peu près ça. En fait, je me souviens, le premier client que j'ai eu, ça a été un peu par hasard. C'était Alma, une boîte dans la banque. Je sais pas si je connais très bien, oui. Tu peux payer en plusieurs fois. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils recrutaient un responsable marketing. Je me suis dit, allez, je vais postuler. Et en fait, pendant le process de recrutement, je me suis dit, en fait, non, j'ai envie de me lancer en freelance. Et donc, du coup, j'ai été transparente avec eux. Je leur ai dit, désolé, tu vois, on était presque au dernier entretien. Et je leur ai dit, désolé, je le sens pas, en fait. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je vais partir en freelance. Et du coup, ils m'ont dit tout de suite, bon, attends, en attendant qu'on recrute notre responsable marketing, tu fais la mission freelance, tu démarres, tu structures, et puis ce sera encore plus simple pour... en plus, ils adorent ça, tu vois. Ils peuvent être beaucoup plus flexibles. Donc en fait, tu commences en plus avec un premier beau name directement qui est Alma. Et juste pour qu'on arrive très vite à Growth Hacking qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est ça, en fait, voilà, vous êtes monté quand même assez vite, assez haut, très fort, très vite, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai tout répété 2 fois, le mec sait plus parler à la fin de la journée, quoi. Comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé de freelance growth à... Je lance une boîte, tu vas me dire aussi, parce que je crois que vous êtes 2 ou 3. Ouais, on est 3. Vous êtes 3, voilà. Comment, pareil, tu les as rencontrés? Comment on en vient à, en fait, monter une boîte? Vous vous considérez comme une agence aujourd'hui ou c'est agence productisée? Vous êtes, c'est quoi l'étiquette que vous mettez aujourd'hui? Alors, l'étiquette qu'on se met, c'est une bonne question parce que c'est un peu dur. Mais aujourd'hui, on a envie de créer une nouvelle discipline, en fait. Ok. C'est vraiment, tu vois, le Growth Hiring, en hommage au Growth Hacking. Et en fait, on lance une nouvelle discipline. Et après, nous, côté business, on est soit une boîte de formation, donc on peut former les équipes au Growth Hiring, soit on est une boîte de consulting, en fait. Et on vient en tant que consultant structurer le recrutement avec du growth à l'intérieur. Ouais, bien ce qu'il me semble qu'il y avait ce côté un peu hybride. Donc, du coup, on va y venir. Ouais. Et du coup, pour que les gens, quand même, aient la transition, parce qu'on est des gens, quand même, organisés, comment t'en es arrivé de freelance, je bosse pour Alma, à je lance une boîte avec un nouveau modèle hybride avec 2 associés? Eh bien, écoute,
ça a été très fluide la transition parce que pendant que j'étais en mission freelance dans une PME, je faisais du gros pour une boîte dans la cybersécurité. Donc, elle voulait trouver des clients. Et en fait, nos mécaniques sur le marketing et sur le commerce ont bien marché. Et il se trouve que le fondateur est venu me voir. Il m'a dit, bon, Marie-Lou, maintenant, on n'a plus un problème de market et de commerce. On a un problème de recrutement. Donc, j'aimerais que tu ailles voir mes équipes. Et c'est, tu vois, il s'appelle Hervé Rousseau. C'est Hervé qui m'a dit, Marie-Lou, j'ai envie que tu ailles voir mes équipes et voir avec tes trucs de grosses, là, qu'est-ce que tu peux faire avec eux. Et en fait, ça, c'était, tu vois, il y a 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Et donc, du coup, je suis allée voir. Je me suis posée vraiment avec eux, tu vois, partage d'écran, voir ce qui se passait. Et en fait, j'ai vu tout le potentiel, tu vois, toutes les choses qu'on pouvait automatiser, les choses qu'on pouvait accélérer. Et donc, du coup, j'ai commencé à décliner un petit peu les concepts marketing. Donc, tu vois, comment tu montes une communauté. Moi, je savais, avec Bravo PME, tu vois un petit peu comment tu lances un média, une communauté. Bah, en fait, c'est comment tu vas animer ton vivier de talent, tu vois, côté recrutement. Comment tu vas faire de l'outbound pour trouver des clients, bah, comment tu peux décliner ça pour de l'outbound. Et en fait, je me suis pris... Moi, j'aime bien les trucs un peu comme ça, tu vois, où tu peux réfléchir, inventer. J'ai l'esprit un peu, tu vois, créatif là-dessus. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, chaque concept marketing, tu le maps sur un truc. J'avais des grandes fiches, tu vois. Et tu le déclines et tu pousses le truc au max de qu'est-ce qui serait utile au recrutement qui vient du marketing. Et donc, du coup, j'ai commencé ça. Et j'en ai parlé à un ancien de Miro, donc qui était mon stagiaire de fin d'études chez Miro, avec qui, tu vois, ça marchait super bien. Enfin, c'est lui qui gérait les campagnes, Lemlist notamment et tout. Et ça marchait très bien avec lui. Je lui en parle. Il était à cette époque-là à Station F pour lancer une boîte qui était un petit peu dans le monde du recrutement aussi. Et on dit, bah, vas-y, on se rejoint à Station F, on discute et on voit. Et en fait, tu sais, quand la sauce, elle prend, il m'a dit, non, mais c'est génial. Il était gros aussi. Et on s'est dit, allez, on lance un truc. Et en fait, on a commencé par faire une erreur de base. Enfin, on s'est dit, allez, on va lancer une formation en ligne. Tu vois, parce que moi, ce qui a lancé le projet, c'est ma mission que j'ai fait chez ce gars, Hervé Rousseau, dans sa boîte, qui a ramené des bons, tu vois, des bons résultats. Et là, tu dis, putain, je tiens un truc. Là, je me dis, je tiens un truc. L'étape d'après, ça a été de la diffuser dans ma newsletter. Donc, je me dis, bah, Bravo PME, hop, je vais faire un truc. Allez, j'organise un workshop. Voici le playbook. Ouais, même pas, tu vois. J'ai dit, j'organise un workshop grosse pour RH et je viens dans votre boîte et je fais un workshop. Et ouais, tu vois, je me suis dit, allez, ce que j'ai fait chez lui, je le mets dans ma newsletter. J'avais déjà à peu près 1000-2000 abonnés à ce moment-là. Ultra ciblé, du coup. Ouais, très ciblé, tu vois, sur les PME. Que du CEO de PME, quoi. Et puis, je sais que les PME galèrent à recruter, tu vois. C'est vraiment un truc qui était inhérent à ma newsletter. Et donc, du coup, là, je reçois des demandes pour faire des workshops. Donc, je fais 1, 2, 3 workshops. Et en fait, ça s'est monté comme ça, tu vois. Et derrière, avec Hugo, on se dit, on va lancer une formation en ligne pour mettre tout ce que tu mets dans tes workshops, on le met en ligne. En fait, c'était ultra naïf de notre part parce que tu peux pas, tu vois, lancer une nouvelle discipline comme ça, des nouvelles méthodes et tout, à des recruteurs qui sont pas familiers avec le gros. C'était trop compliqué, tu vois. Tout le monde rêve de faire de LinkedIn son canal d'acquisition numéro 1. Trouver des clients, élargir son réseau, recruter les meilleurs talents, avec le moins d'efforts possible et sans compétences techniques. Vu l'intro, tu te doutes bien que je vais te parler de Wallaxy, avec qui devient du coup tout plus simple et tout plus automatique. Et le mieux dans l'histoire, c'est que ça commence à partir de 0 € par mois. Et je t'explique comment ça marche. Soyons honnêtes, prospecter manuellement, c'est long, c'est fastidieux. Et franchement, même si ça reste efficace, t'as autre chose à faire. Et c'est là que Wallaxy entre en jeu, avec plus de 100 000 personnes qui utilisent déjà Wallaxy pour automatiser tout ça. Invitations, messages privés, suivi. Tout se fait tout seul dans leur application pendant que toi, tu te concentres sur l'essentiel, à savoir la création de contenu. Wallaxy, c'est aussi simple que ça. Tu importes tes prospects, tu choisis tes messages et tu regardes les opportunités tomber comme par magie. Pas besoin de compétences techniques, juste 10 minutes par jour et ton LinkedIn devient une véritable machine à leads. Que tu sois commercial, dirigeant, recruteur ou freelance, Wallaxy s'adapte à tes besoins. Du coup, tu veux élargir ton réseau, générer des dizaines d'opportunités chaque semaine ou simplement remplir ton carnet de commandes sans y passer la journée, du coup, avec Wallaxy, c'est possible. Et tout ça pour bien moins cher qu'un commercial à temps plein, puisque je te le rappelle, ça démarre à partir de 0 €. Donc crois-moi, il y aura vraiment un avant et un après, et ce n'est plus possible de passer à côté de cette opportunité que t'offre LinkedIn et son réservoir à prospects sans fin. Tu peux donc tester gratuitement via le lien en description. Merci à eux de soutenir à ce point la création de contenu et bonne écoute. Parce qu'à la rigueur, la formation en ligne, en fait, il faut qu'elle soit adaptée par du synchrone, en fait, au fait aussi. Donc, ouais.
Exactement, mais ça a été... C'est pas un mauvais contenu. Si vous l'avez créé, en tout cas, vous l'avez. Mais en effet, je pense pas que ce soit un produit qui peut se vendre tout seul, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. On a été, tu vois, un peu à la facilité. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que déjà, on n'arrivait pas à produire le truc. Parce qu'on essayait tu vois, comment on dit, de rendre le truc très, très simple. Mais c'était super compliqué. Et donc, du coup, là, il m'a dit, tu vois, on se regroupait le vendredi après, on se réunissait à Station F pour faire ça. Et il m'a dit, bon, là, il y a un truc qui va pas. J'ai un pote à moi qui avait une agence. Il est en train d'arrêter son agence. Et c'est un pote à lui de lycée. Donc, eux, ils ont 8 ans de moins que moi. Donc, je m'associe, ils ont 22 ans. Hein. Les deux, là, tes les deux associés? Ouais, moi, toi, t'as quoi, t'as une moi, j'avais d'années 30. À ce moment-là, là, j'ai 33. Ok. À ce moment-là, j'avais 30. Et Hugo, il avait 22 ou 21, tu vois. Ah, tu prends un risque quand même, ouais. Franchement, ouais. En fait, je me rends compte maintenant. Mais sur le coup, c'était pas... Parce qu'en fait, souvent, le problème avec les associations, c'est que ce qui nous paraît être une bonne idée sur le coup, en fait, les gens, en fait, et c'est impossible un peu de se demander ça, c'est de se demander est-ce que je me vois être en fait à la guerre pendant les 5 prochaines années avec cette personne, en fait, quoi. Ouais, franchement, c'est vrai. On pourra en parler après, mais là, au final, ça a été vraiment pour moi une super rencontre et un super fit. Et finalement, tu vois, tout ce qui s'est passé après m'a prouvé que j'avais fait le bon choix. Et voilà, c'est des mecs à 22 ans, pendant leurs études, ils pensaient déjà à lancer leur boîte. Il y en a un qui a lancé sa boîte. Du coup, Hugo me fait rencontrer Alexis. Donc, il organise un déjeuner, tu vois. On va manger un ramen juste en face de chez Miro. Je sais même pas pourquoi, c'était un hasard. Et puis là, je me dis, est-ce que vraiment ce mec que je connais pas va comprendre mon projet, va être motivé, va tout plaquer pour venir à fond avec nous, tu vois. Moi, ça me paraissait impossible, en fait, tu vois. Je me disais, bon, allez, on dit, je vais à ce déj, mais voilà. Et là, pendant le déj, il y a la magie qui se passe, quoi. Il y a le truc où Alexis, je me rends compte que je le trouve hyper smart, hyper posé, hyper calme, et à la fois, c'est une machine, je sens que c'est une machine d'exécution, tu vois. Et c'est un peu ce qui nous manque avec Hugo, parce qu'on est deux créatifs, on a des idées, on fait des slides, on fait des trucs. Ce que j'allais te demander, vous êtes un peu les deux créatifs, un peu les deux grosses quand même de la bande. Et lui, Ouais. c'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte le plus, Alexis? Lui, c'est vraiment la rigueur, la discipline. C'est un fou tu vois, il traque ses trucs. Et c'est notre CEO aujourd'hui, tu vois. Et il est vraiment avec ce côté-là, très, très bonne exécution et très bien fait, quoi. Ok. Et en fait, c'est complémentaire parce que c'est vrai que tu peux pas, avec juste des personnes qui sont créatives, on a toute l'énergie, mais derrière, il faut remettre sur les rails, il faut recentrer, il faut dire non, ça on fait pas. Et tu vois, c'est un peu le rôle qu'il a aujourd'hui. Et donc, du coup, ça, c'était, tu vois, en décembre. Et moi, à ce moment-là, j'avais encore des missions freelance et tout. On se dit, vas-y, tous les samedis matins, on se regroupe, on se fait un Zoom, tous les samedis matins, on se fait un meet, 3 heures, et on bosse sur le projet. Et on va pas faire une formation en ligne, on va plutôt essayer de commencer par créer une communauté, des événements, et par démocratiser le truc. Parce qu'on se rend compte que personne ne comprend ce qu'on fait. Donc, on se dit, on va faire un live sur LinkedIn tous les mois, où on va partager des hacks. Pour de vrai, tu vois. On va lâcher des trucs, on va donner. Et le premier événement qu'on fait, on a 800 personnes qui se connectent sur LinkedIn. 800? Ouais. Parce que c'est énorme. Parce que là, du coup, vous parlez à qui? Vous parlez toujours que aux CEO de PME Recruteur. ou également au DRH? Non, là, on est passé en mode recruteur. Là, on s'est mis dans les Slack de recruteurs. Et on a mis des messages en mode qui sont les recruteurs qui veulent comprendre ce que c'est le gros? Est-ce que vous pensez qu'on peut vous aider avec des méthodes marketing grosses? Et en fait, il y avait plein de gens qui mettaient des pouces, tu vois, des trucs, partagez-nous. En fait, on a senti, moi, c'est la première fois que j'ai senti ça dans un projet, on a senti la traction de démarrage il y a un gros intérêt pour ce truc. Ils savent pas exactement ce que c'est, mais ils ont besoin d'aide, ils ont un besoin et on y va. Donc, nous, on fait le premier événement sur LinkedIn. Il y a eu 900 inscrits. Et derrière, pendant l'événement, on sent qu'il y a plein d'engouement de réaction. Donc, on se dit, on va créer un Slack, on met tout le monde dedans. Et on arrive à avoir, tu vois, 500 personnes sur le Slack assez rapidement, quoi. Alors ça, tu vois, ça m'intéresse grave parce que moi, je m'intéresse également beaucoup, évidemment, aux créations d'audience, tout ça. Et pour le coup, je n'ai pas trop de mal à le faire. Par contre, du coup, transformer cette audience en véritable communauté, ça, après, c'est encore une autre paire de manches. Et après, c'est sur le fond, mais dans la forme, du coup, qu'est-ce qu'on utilise pour animer cette communauté? Donc là, tu le dis, dans votre cas, vous avez choisi un Slack. Et tu vois, moi, à chaque fois que je me pose la question, je me dis, est-ce que les gens... ils continuent vraiment d'aller sur les Slack, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est invité sur, je sais pas, 4-5 Slack par an. Tu vois, même moi, j'ai du mal maintenant même à aller sur celui de ma propre boîte. Du coup, c'est une vraie question, pas en mode un piège ou quoi, mais comment vous avez fait, en fait, pour faire accepter aux gens de venir sur ce Slack et du coup, pareil, d'accepter d'engager, d'être animé, et puis
que ça vous serve. Je sais pas, alors tu vas me dire, non, bah écoute, ça a marché au début, maintenant ça marche plus, mais comment vous faites en fait? Non, mais c'est une très bonne question parce que moi, j'ai vraiment senti à ce moment-là la différence entre avoir un média et avoir une communauté, tu vois. Tu as un média, tu envoies une newsletter, mais en fait, c'est pas une communauté parce que les gens n'interagissent pas entre eux et il n'y a pas de partage. Je pense que tu as donné la bonne définition. À partir du moment où il n'y a pas l'interaction, il n'y a pas de communauté en fait. Tu as une audience, elle est plus ou moins ciblée ou quoi, mais pour que tu commences à vraiment parler de communauté, il faut qu'il y ait une interaction, un échange avec un retour, quoi. Ouais, et en fait, pour moi, la seule réponse à ça, c'est qu'il faut qu'ils aient un vrai intérêt à venir dedans. Et du coup, on a cherché justement à déjà se connecter vraiment avec eux, c'est-à-dire qu'on a fait des apéros en physique. Tu vois, on a fait on a vraiment passé du temps à comprendre qu'est-ce qui pourrait vraiment vous aider. Et du coup, on a ouvert plusieurs channels sur notre Slack et on a identifié des channels qui marchaient plus que d'autres et des channels sur lesquels il y avait des vrais besoins. Et je peux donner des exemples, tu vois. Ouais, chaud. Il y a un channel sur question help outils, help feedback outils. Donc là, c'est tous ceux qui veulent installer un nouvel ATS, tu vois, c'est l'équivalent du CRM, mais pour le recrutement. Tous ceux qui veulent installer un nouvel ATS, tous ceux qui veulent prendre un outil, en fait, ils viennent poser une question et tu as 3-4 personnes qui disent « Ah ben moi, j'ai testé, si tu veux, on se fait un appel ». Et donc, du coup, tu as une connexion qui se fait là-dessus. Ça, franchement, ça a super bien marché et c'est encore ce qui fait tourner, tu vois, le Slack. Le deuxième truc, c'est on a identifié l'aspect LinkedIn. En fait, il y a beaucoup de gens qui avaient un enjeu d'être visibles sur LinkedIn. Et donc, on a fait un petit pod, tu vois, mais un truc très manuel et très, on va dire, collaboratif. On a fait un channel post-LinkedIn. Les gens s'envoient de la force en mettant les en lien. Exactement, tu vois. Et donc, du coup, tous ceux qui étaient... On a fait un squad, en fait, LinkedIn pour tous ceux qui voulaient un peu percer sur LinkedIn. Chacun met son post le matin, on se relaie, on se commente les trucs, on se fait des petites sessions. Et vous en avez fait un seul avec tout le monde ? Ouais. C'est pareil, je peux donner un petit conseil là-dessus, mais encore une fois, c'est un conseil parce qu'on me l'a donné et que je l'ai commencé il y a très peu de temps. Okay. En fait, le mieux, parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu as un groupe où genre il y a 200 personnes, en fait, tout le monde se dit c'est bon, c'est pas moi, c'est les 199 autres qui vont le faire et les gens ils se bougent plus et au final plus personne fait rien et c'est juste un truc un peu petite charge mentale où en fait et puis t'en as toujours par contre 7-8 qui se tapent tout le boulot et qui sont ultra frustrés ou quoi et donc le mieux c'est de faire en fait plusieurs sous-groupes, tu vois, genre des squads de 15-20 personnes parce que là en plus si toi tu vas toujours envoyer de la force aux autres et qu'ils t'envoient pas au passage, bah là tu te mets juste un petit message et les gens vont dire bon écoute oui en effet c'est abusé ou alors ils peuvent dire bon écoute moi je veux plus jouer à ce jeu et en fait il y a pas de problème hein, tu vois moi en ce moment je suis dans 0 pod tu vois des fois tu te dis t'en as un peu besoin des fois t'en as pas besoin mais par contre si t'y es ça sert à rien tu vois de prendre la force des autres sans donner quoi. Ouais franchement je trouve que c'est un super conseil. C'est vrai que j'avais toujours ce truc là qui m'embêtait de en fait tu vois que c'est toujours les mêmes qui like tes trucs mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution. Moi j'hésitais à le passer sur WhatsApp aussi. Mais c'est vrai que sur WhatsApp, c'est toujours le top. En fait, tu vois, par exemple, moi, j'ai une seule communauté en ligne qui s'appelle le Poney Club, qui est un club d'entrepreneurs que j'ai à Bordeaux, du coup. Et on est tous sur WhatsApp. Parce qu'au début, on a commencé sur WhatsApp, on était 8. Ouais. Alors maintenant, on est 375. Ah ouais. Le WhatsApp marche toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, il poste le WhatsApp. Dans les 15 minutes, il a... un feedback, 2 feedbacks, 3 feedbacks, 4 feedbacks. Les gens jouent le jeu, personne fait sa pub, fait son machin. Tout le monde, en fait, c'est un peu, j'allais dire auto-policé, mais oui, c'est un peu le mot, quoi. Mais par contre, ça reste WhatsApp. Et du coup, comme il y a plein de gens qui mettent en mute, donc qui loupent des choses. Et je vois pas, en fait, aujourd'hui, c'est plus un groupe d'entraide. Donc ça, c'est très bien pour ça, WhatsApp. En fait, c'est comme si WhatsApp, c'était l'un de tes channels Slack, tu vois, qui s'appellerait Help, par exemple, tu vois. Mais du coup, j'arrive pas à trouver la force, l'envie de les mettre. Parce que pareil, on me parle beaucoup de Discord, on me parle beaucoup de tout ça. Je sais pas si toi, tu as déjà pensé aussi, mais... Ouais, c'est des questions qu'on se pose. On regarde ce qui se fait autour. J'ai vu que la grosse machine aussi, ils ont monté leur communauté sur un autre outil. Eux, ils sont pas sur Skool. Non, je vais dire peut-être des bêtises. Je sais pas s'ils sont sur Skool. Je me demande s'ils sont sur Skool ou sur un truc vraiment custom qu'ils ont... Peut-être que c'est un truc qu'ils ont fait eux-mêmes, je crois. Je sais plus quel nom ils ont. Mais ça marche bien, tu vois. Et je vois leur communauté et je me dis, c'est canon ce qu'ils essaient de faire, mais je pense que c'est quand même dur, tu vois. Nous, on se rend compte que c'est dur. Et du coup, pour continuer sur les trucs qui ont marché, donc il y a le Help outil, il y a le channel Squad LinkedIn. Le troisième, c'était partage de candidats. Donc là, c'est vraiment, tu vois, en plein dans le mille. Les recruteurs qui cherchent des candidats. Tu sais, tu as toujours un recruteur. En fait, j'ai eu un super fit avec lui, mais c'est l'autre qui a eu le poste. Hop, je mets le partage de candidats. Ça, c'est top, ça, en fait, quand tu y penses. Ça, c'est top. Et c'est un truc qui est toujours animé aussi. Et en fait, on a hésité à un moment, on a hésité à le monétiser.
tu vois, parce qu'en fait, c'est vraiment clairement quelque chose que tu peux monétiser. Mais en fait, on s'est dit non, ça, c'est vraiment un truc qui sert la communauté. Et nous, derrière, on a vraiment envie de construire des assets long terme pour tu vois, pour ce mouvement gross hiring, pour cette discipline. Et ça fait partie aussi de ce qui est dedans. C'est donc, l'éternel débat, ça, des créateurs de contenu et d'audience. C'est quand un asset, il est trop bien, tu te dis, franchement, là, il est trop bien pour être gratuit. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, et c'est souvent contre-intuitif, c'est de dire, bah non, en fait, justement, en fait, il est tellement bien, il est gratuit, que du coup, en fait, ils vont trop être saucés et que, en fait, bah, ils vont, encore une fois, me garder en tête. Et tu sais, mine de rien, après, les gens, ils se disent, je suis quand même redevable, je suis machin. Et puis, surtout, en fait, ils te gardent en tête, dans le sens où le jour où ils ont besoin de toi, bah, c'est toi qui viens de chercher, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut pas tomber dans ce piège. Et en fait, moi, j'y suis tombée parce que justement, avec Bravo PME, Je l'ai déjà fait aussi. je pense que tout créateur a essayé à un moment, tu vois, tout créateur un peu avec l'esprit entrepreneur et tout. Avec Bravo PME, j'ai beaucoup essayé, tu vois, de tourner un petit peu sur tous les modèles, faire de l'affiliation, faire du sponsoring, créer un groupe, tu vois, avec une subscription à l'année pour que tout le monde participe, créer des programmes un peu de formation. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, Bravo PME, le sponsoring, oui, parce que du coup, c'est pas oui. l'audience qui paye, c'est juste l'audience qui accepte que moi, je pousse les gens que j'aime bien, quoi. Et puis à un moment donné, les gens, ils vont pas gueuler, quoi. Ils ont un contenu Ouais, exactement. gratos. On passe 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus. Ça va, tu vois. Exactement. Mais finalement, j'ai bien compris que, tu vois, l'aspect sponsoring, c'était OK, mais tous les autres éléments qui allaient faire payer mon audience, en l'occurrence, pour ce projet-là, Bravo PME, j'avais pas envie. Mais par contre, sur Gross Hiring, ben, en fait, on a été obligé à un moment, on pouvait pas continuer, tu vois, à bosser le soir, le week-end pour animer la communauté et pour amener le moment plus loin. Donc, on a été obligé de trouver un business model. Et donc là, on arrive, tu vois, c'était il y a 2 ans. Parce qu'au début, c'est qu'une communauté. Au début, c'est qu'une communauté. Ok. C'est vraiment. Donc vous êtes vraiment sur ce modèle qu'on appelle le community-led growth. C'est que vous avez créé la communauté et de cette communauté, vous êtes dit comment on va faire de la croissance, quoi. Ouais, exactement. Et on l'a créé pendant longtemps parce qu'en fait, on est resté longtemps, tu vois, sans gagner d'argent avec ce projet parce que, en fait, c'était vraiment, tu vois, le côté nouveau. En fait, il y avait un truc où personne ne comprenait vraiment ce que ça pouvait apporter. Donc, il fallait aller évangéliser, en parler beaucoup. Au début, les gens ils nous disaient, mais vous n'allez pas automatiser le recrutement. Nous, on était là, non, on ne veut pas automatiser tout le recrutement. On veut juste mettre des petits hacks. Et surtout, on a structuré une méthodologie autour de ça, de fil en aiguille, tu vois, en testant nous-mêmes beaucoup de choses aussi. Et en fait, du coup, comment ça a basculé? On s'est dit, OK, maintenant, qui on veut aider en premier? Et en fait, ceux qu'on a voulu aider en premier, c'était les indépendants. Donc, tous les recruteurs indépendants qui voulaient se former. En fait, moi, j'étais freelance juste avant. Hugo et Alexis, ils avaient été freelance aussi. Donc, on s'est dit, OK, en fait, on va faire un bootcamp. Tu vois, c'est un format assez classique et qui marche bien. Un bootcamp pendant 1 mois. On prend 12 freelances et puis on les forme à fond là-dessus. Et ça, c'était il y a 2 ans, ouais, que ça a démarré comme ça. Et alors, attends, donc, du coup, ce bootcamp, j'ai juste un truc que j'ai pas compris. C'était pour qui, en fait? C'était pour les recruteurs indépendants. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de recruteurs qui se lancent en Alors, freelance. explique-moi ce que c'est un recruteur indépendant. Parce que moi, je connais pas du tout ce monde des HR et tout. Donc, c'est quoi, du coup? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour qui? Il fait quoi? Et ben, en fait, c'est un recruteur qui est freelance, qui va chercher ses clients. Donc, il va chercher des clients qui se disent, moi, j'ai pas besoin d'avoir un recruteur full-time, en interne et tout. Mais par contre, je vais passer par lui parce qu'il va pouvoir bosser 2 jours par semaine pour moi. Ou alors, il va pouvoir bosser sur 3 recrutements pour moi. Et derrière, lui, une fois qu'il a la mission signée avec son client, il va chercher les candidats, donc il va sourcer, il va faire les entretiens. En fait, c'est très clair. Et le pire, c'est que j'ai fait un padel hier soir avec un recruteur indépendant, en fait, mais qui a un seul client. Donc, en fait, c'est de l'entrepreneuriat salariat déguisé. Bon, bref, du coup, tu es quand même mieux payé. Bref. Ouais. Et il me disait même que le business model de ça, maintenant, là, lui, il était au TJM. Et que moi, j'avais toujours entendu parler, tous mes potes qui avaient monté des boîtes de recrutement ou quoi, ils étaient payés en fait que à la performance. Ouais. Mais par contre, quand tu étais payé, tu étais grassement payé parce que tu prenais genre 10, 15, 20% du salaire annuel. Enfin, c'est des trucs énormes. Ouais, quoi. en général, c'est 20% du salaire annuel. Donc, en fait, si tu fais des recrutements pour un beau salaire, tu vois, là, j'entendais tout à l'heure, je discutais encore un gars qui a fait un recrutement syndicat brut, quoi, tu prends 20% quoi, sur ce recrutement. Le problème. Donc, ça, c'est un business model qui marche toujours quand même. Ouais, ça, c'est un business model qui marche bien. Par contre, les inconvénients de ce business model, il faut les connaître, c'est que tu es payé souvent qu'à la fin quand la personne est embauchée, en fait. Donc, c'est à la fin de ta mission en fait, que tu es payé. Tu peux demander un paiement upfront quelquefois, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est au succès. Et après aussi, pour pouvoir recruter, il y a tout un système un peu de coûts fixes que tu dois mettre en place. Donc, payer, tu vois,
payer des CVTech, payer des outils, payer des choses comme ça. Et Ouais. en fait, si tu as un faible volume de recrutement, c'est très dur de rentabiliser ses coûts fixes face à un cabinet qui va pouvoir, lui, rentabiliser. Donc c'est vrai que ce système-là, il est un peu dur, mais par contre, les freelance recruteurs qui marchent super bien, c'est ceux qui prennent une niche, ils construisent comme une communauté et ils se positionnent avec une casquette d'agent de talent. Ils se disent, OK, moi, j'ai peut-être 200 personnes qui sont des commerciaux spécialisés. Donc là, je pense à un commerciaux spécialisés dans la HR Tech. Donc là, il a trouvé sa niche, son truc. Il fait tous les salons, il fait tous les trucs. Il connaît tous les mecs qui sont les meilleurs sales des HR Tech. Il les vend à des salaires. C'est même lui qui négocie, tu vois, les salaires avec les boîtes. Ouais, je vois. En fait, et là, tu vois, tu as un effet de levier énorme parce que tu arrives à avoir ta communauté et à leur apporter de la valeur et les suivre sur le long terme. Donc, super intéressant. Ouais. Donc ça, c'est le premier business model du coup de Growth Hiring. C'est-à-dire que c'est bizarre parce que tu vois, moi, quand je t'ai connu, alors, d'ailleurs, en fait, pendant que je parlais, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais en fait, comment j'ai connu Marie-Lou? Moi, il me semble que c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi quand je dis, qui est-ce que tu pourrais me conseiller? Est-ce que tu as quelqu'un qui est venu dans mon podcast qui est ami avec toi? Non, ça, c'est sûrement, hein, parce que Paname, Blondie. Ah, c'est peut-être Paname qui m'a conseillé. Bon, bref. Ouais, c'est possible. Isabelle de Jolimois, non? Non. Parce que je sais qu'à un moment donné, elle m'avait fait un mail, elle m'avait donné toute une liste. Après, avec, j'ai plein des de meufs. abonnés Bravo PME parfois qui poussent. Donc, Et bref, en fait, toi, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé Ok, du trop coup bien. de t'inviter. Et moi, au début, je croyais que justement, vous faisiez vous-même Ok. des recrutements, en fait. Ok, ouais, En fait, beaucoup. alors que non, vous êtes du coup de l'autre côté, c'est vous, en fait, vous aidez les gens qui sont des recruteurs, en fait. Exactement. Exactement. Et en fait, je vais t'expliquer parce que je pense que tu connais, et même, tu vois, les gens qui écoutent connaîtront sûrement l'aspect sales. En fait, quand tu es commercial dans une boîte, en fait, tu as un gars qui est à côté et qui fait du sales ops. Donc, il va te paramétrer ton CRM, il va t'installer les outils, il va te faire les automatisations qu'il faut. Il va t'aider, en fait, à être dans les meilleures conditions pour faire ton travail de sales. Ben, nous, c'est la même chose. On fait du rec ops. Donc, c'est un nouveau métier qu'on invente, tu vois. Mais c'est que le recruteur, il n'a pas le temps d'aller retravailler ses campagnes de nurturing de talent, de mettre des automatisations en place, d'utiliser des outils. Mais nous, en fait, on va être aux côtés des recruteurs. Donc, on ne fait pas les entretiens, en fait. C'est le recruteur qui fait l'entretien. Mais nous, ce qu'on fait, c'est lui remplir son agenda d'entretien avec les meilleures personnes. Oh, mais c'est très clair. Et ça, du coup, vous utilisez, alors, sauf ce qui est un peu votre trésor de guerre, mais vous utilisez quoi comme technique, du coup, pour les aider à ça? Quelle méthode? Qu'est-ce qui vous différencie, en fait, d'une autre boîte growth? À part, justement, c'est vrai que ce côté spécifique où vous êtes ultra niché, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que là, on est très niché et en fait, on a expérimenté. En fait, on a passé 3 ans à expérimenter quelles sont les choses qui, en gros, marketing, peuvent être déclinées sur le recrutement et fonctionnent. Ouais. Et après, des choses qui fonctionnent, tu vois, c'est toute la mécanique ABM, tu vois, Account-Based Marketing, où tu vas cibler des comptes, en fait, où tu te dis, bah, je veux que toutes les gens de cette entreprise me voient en tant que... et pour devenir mes clients. Mais en fait, on a décliné ça et on appelle ça le Account-Based Recruiting. Et on se dit, bah, en fait, moi, je veux recruter mes talents à l'intérieur de toutes ces boîtes. Donc, du coup, on va générer des listes d'entreprises basées sur des signaux faibles. Nous, c'est beaucoup, tu vois, mettre à disposition la bonne information. En fait, en tant que grosse, on peut avoir accès à l'information parce qu'on va la scraper, on va récupérer des bases de données, on va aller, tu vas capter tous ces signaux que les gens vont pas forcément capter et derrière aller faire les bonnes approches aussi. Donc tout l'aspect outbound, l'aspect un peu inbound aussi de comment tu peux les attirer à toi en faisant du bon contenu. Donc tu vois toute la lead generation, ben, en fait tu vas faire, on pourrait dire talent generation, tu vois. Ouais. Et sur l'outbound aussi, en fait, on se rend compte que les gens qui sont en cabinet ou même qui sont en entreprise, ben, en fait, ils écrivent des messages, mais qui sont pas différenciants l'un de l'autre. Tu vois, quand tu reçois en tant que toi, talent, un message, ben, en fait, tu te rends compte que c'est un recruteur qui l'a écrit, qui n'est pas forcément ultra bien formé au copywriting et tout. Nous, on apporte cette brique de, tu vois, les messages qui marchent le mieux, c'est des messages de 3 lignes, où tu écris un truc court, où tu parles d'abord de la personne, enfin, tu vois, des trucs vraiment... avec les méthodes un peu grosses, tu vois, pour avoir des réponses, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui est différent dans le gross hacking et le gross hiring, en fait? Parce que je suppose qu'en fait, c'est un peu la même base. Mais du coup, en fait, dans la méthode, vraiment, qu'est-ce qui diffère entre les deux? Bah alors, la grosse différence, c'est que déjà, en fait, tu es quand même dans une posture où tu dois faire super attention à la relation avec le talent, en fait. Parce que autant, tu vois... un client, tu vois, un message de prospection qui marche pas, bon, c'est pas grave, tu vois, tu vas pas forcément bien retenir. Mais le talent, si tu lui envoies un truc tout automatisé, tu vois, très mal fait, pas personnalisé, ben, en fait, ça va être une mauvaise image pour ta marque employeur et
Et voilà, donc il y a vraiment ce truc où les recruteurs aussi sont pas habitués à automatiser. Alors que côté marketing, c'est beaucoup plus rentré dans l'usage, tu vois, de tester des choses. Donc je dirais, ouais, le fait que un petit peu la matière première, ce soit de l'humain, tu vois, bah, en fait, ça change quand même ça change la donne. Il faut faire beaucoup plus attention à ne pas automatiser. Ouais, mais n'importe comment. tu pourrais me donner genre un exemple? Parce que alors moi, comme je suis CEO depuis 15 ans, c'était hyper condescendant la manière dont je l'ai dit. Je suis entrepreneur depuis 15 ans. Et du coup, en fait, moi, je me suis jamais fait chasser de ma vie, en fait. Ok. Bah, je sais pas en Ouais, fait ce ouais, que non, mais c'est c'est vrai, ouais. Donc, du coup, en fait, parce que c'est là que donc, demain, les salariés, ils reçoivent quoi comme type de message? Par qui? Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, moi, du coup, c'est un monde que je connais pas du tout. Ok. Et bah, euh, Je en pense qu'on fait, peut donner déjà, peut-être un use case, hein, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais déjà, si tu te mets open to work sur LinkedIn et que tu mets, tu vois, les bons titres que tu recherches, donc tu mets que tu recherches un poste de, je sais pas, directeur commercial, directeur marketing, mais tu vas recevoir beaucoup de demandes. Et en fait, le message typique, c'est bonjour, je suis nanana, je fais partie du cabinet, nanana. Ils essaient de monter le prestige, par exemple, tu vois, du cabinet, qui a. Enfin, tu vois, le cabinet, ils essayent un petit peu de se mettre en avant, se mettre en valeur. Genre, on travaille déjà avec L'Oréal, Voilà, Chanel et un tel, exactement. quoi. Et j'ai vu votre profil et je pense que ce serait intéressant qu'on discute tout ça. Et en fait, le fait que le message soit très long, que ce soit envoyé aussi en email, alors que nous, on utilise les outils d'outbound qui vont envoyer direct en message, tu vois, ou en invitation, en note. Mais en fait, l'aspect email très, un petit peu très formel, tout ça, en fait, ça donne pas forcément envie de répondre aux personnes. Et puis surtout, tu vois, les devs, par exemple, c'est la tech, c'est là où il y a vraiment beaucoup de tension sur le recrutement. En fait, ils en reçoivent tellement que email, un gros truc avec en dessous, tu vois, en signature sur LinkedIn, ils mettent le nom, prénom, email, numéro de téléphone, tu Ah vois, tout le ouais, truc. ça c'est red flag direct, no go. Jamais je te réponds, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'après, nous, par exemple, on va arriver, on va faire un message qui est Hello, est-ce que tu as vu la mise à jour sur Java, nanana, tel numéro? Est-ce que tu travailles sur quel techno exactement tu bosses, tu vois? Et en fait, du coup, la personne est limite interpellée et se dit bah attends, je vais répondre. Et après, nous, une fois que la première discussion est lancée, derrière, on peut. C'est beaucoup plus facile une fois que tu as une réponse d'aller générer un rendez-vous. C'est quoi le call to action pour vous? C'est que votre client, il obtienne du coup un entretien de, je sais pas, de 15-30 minutes en visio avec la personne, ou Ouais. que la personne, je sais pas, vienne s'inscrire sur un formulaire et laisse son mail et son CV? C'est quoi? Nous, c'est plutôt Ça le peut être les deux rendez-vous. ou... C'est plutôt le rendez-vous. On mesure. En fait, tu vois, les clients qu'on aime bien, enfin les retours clients qu'on aime bien avoir, c'est ah mais moi j'ai dû fermer mon Calendly parce que là j'avais trop de candidats, j'avais trop de trucs, tu vois. Ça c'est des trucs qu'on aime bien avoir. Donc c'est vraiment du rendez-vous. Donc c'est, tu vois, comme si tu étais une agence grosse qui va booker des rendez-vous, tu vois. Mais nous c'est vraiment sur l'aspect entretien qualifié Ouais. et surtout c'est ne pas aller sur du volume où on fait avoir des rendez-vous avec n'importe qui. En fait, il faut qu'on ait des rendez-vous avec les bonnes personnes, sinon on leur fait perdre du temps, en fait, tu vois. C'est quoi le funnel du coup? Ils reçoivent le message et après en fait pour les cibler encore plus, c'est quoi, je sais pas, les étapes qui entre le message qu'il reçoit et la prise de rendez-vous sur le calendrier du client? Là, c'est très direct, en fait. C'est que si il répond au message, on lui propose de parler d'une En opportunité. fait, vous estimez que le ciblage il a été bien fait avant, en fait, du coup. Ouais, Ok. ouais, exactement. C'est plutôt dans l'identification qu'on essaye d'avoir les bonnes personnes, les bons critères. Après, les personnes à qui on parle, on essaye de les avoir. Et puis, surtout, c'est une pré-qualification, en fait, tu vois, avec le recruteur. Donc, c'est un petit rendez-vous, quoi. Ok. Mais après, sinon, nous, ce qui marche très bien aussi, c'est, tu vois, et qui est tout con, c'est... en fait, ils n'ont pas forcément accès à tous les outils d'enrichissement tu vois, en direct pour avoir tous les numéros de téléphone. Donc, en fait, par exemple, leur vivier, le vivier des recruteurs, en fait, ils ont plein de gens avec des adresses email ou avec certains avec numéros de téléphone. Tout ça, en fait, nous, on enrichit tout pour avoir tous les mails, tous les téléphones. Et derrière, on les fait appeler en fonction des critères, tu vois. Donc ça, c'est tout simple, mais ça permet de réactiver la base qu'ils ont, quoi. Ok. C'est quoi tes outils chouchou, toi, pour faire tout ça? Mes outils, alors, moi j'adore Lemlist, hein, ça fait depuis le début que j'utilise. Je trouve que ça évolue bien, c'est robuste. Donc, ouais, Lemlist, on aime beaucoup. Après, on utilise Captain Data, Ok. qui marche Ça, c'est bien pourquoi, aussi. du coup, pour que les gens sachent? Alors, ça, c'est plutôt pour
Par exemple, on récupère tous les commentaires, tous les likes, tous les follow des pages. Donc, on récupère des profils LinkedIn avec ça. Plutôt pour créer des bases de données, là. Ouais, c'est plutôt pour scraper. Et alors, ça va être quoi la différence entre un Captain Data et un Faro, par exemple? Alors, moi, Faro, j'utilise pas trop, j'avoue. Ouais. Mais c'est la même chose, non, un peu, non? Ouais, alors. Ou pas? Ou même un franchement, Phantom Buster, parce que je sais jamais. Ouais. En plus, il habite à Bordeaux, Guillaume, il est au Poney Club et il va me tuer s'il entendait ça. Mais il y a Brice aussi de la grosse machine qui est à Bordeaux. Qui est au Ouais, la Poney grosse Club machine aussi, c'est un outil que Mais j'utilise. Ouais. moi, en fait, j'ai jamais trop compris. En fait, c'était quoi un peu la différence entre justement les Captain Data, Ouais. Faro, Phantom Buster En fait, moi, ce que je vois, c'est que Phantom Buster, il y a beaucoup de cas d'usage différents. C'est des petits bots. Moi, j'utilisais beaucoup à l'époque de Miro, tu vois. Phantom Buster, c'était vraiment génial parce que tu veux scraper tout en Slack, tu récupères tout en Slack, GitHub, Meetup. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc on l'utilise encore. Mais moi, je trouve que c'est un peu moins robuste que Captain Data. Et tu vois, tu utilises ton cookie LinkedIn. Souvent, les cookies, ils peuvent sauter, tu vois. C'est un peu moins. Ouais, c'est vrai que Phantom Buster, je l'utilise avec beaucoup plus de parcimonie, on va dire. Donc là, tu utilises donc Captain Data pour scraper de la base. Tu l'enrichis avec quoi après en général? J'enrichis. Alors là, on passe par. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Snowview, Lucha. Et en fait, on a un nouveau truc qui s'appelle. Alors, je me souviens plus le nom, mais je pourrais le mettre. C'est enrichissement en cascade. Full and Rich? Ouais, on utilise Full and Rich. Avant, on utilisait Better Contact. Ok. Et je crois que là, maintenant, c'est Full and Rich. Full and Ouais. Rich, c'est le meilleur. Ah, franchement, ouais. Non, mais c'est ça, en fait. Et donc, du coup, juste pour expliquer, c'est vraiment, ça va interroger un premier outil d'enrichissement. Si ça le trouve, tant mieux. Si ça le trouve pas, ça en utilise un deuxième. Et donc, ça te fait un système en cascade. Donc en fait, à la fin, franchement, ils arrivent à te trouver 90% des Ouais, emails. exactement, exactement. Et en fait, tu vois, nous, quand on arrive dans une boîte, en fait, parce que pour revenir à Gross Hiring, on a fait de la formation, on s'est rendu compte que la formation, c'était bien parce qu'on faisait passer un cap, mais on changeait pas les systèmes en place. Donc en fait, on s'est dit, maintenant, il y a plus. Enfin là, on a tourné autour du pot, mais en fait, il n'y a plus rien d'autre à faire que de mettre en gros dans les équipes et aller implémenter des nouveaux outils. Ouais. Et en fait, on arrive, on fait un audit, tu vois, de comment ça se passe, de toutes les opportunités qu'on voit en termes de growth. Donc, on interroge les équipes strat et les équipes opérationnelles, on regarde comment elles travaillent. Et derrière, on va faire une recommandation de stack d'outils. Donc, c'est à ce moment-là où on se dit, justement, est-ce que c'est Captain Data? Est-ce que c'est Phantom Buster? Captain Data, je sais que c'est quand même très cher pour l'installer sur plusieurs users. Et voilà, est-ce que c'est Full and Rich? Est-ce que c'est la grosse machine, Lemlist ou Alaxi, tu vois? Et en fait, nous, on est partenaire, on essaie d'être partenaire avec le plus d'outils possible. On est en veille permanente pour tester tout, on a des licences partout. Et derrière, on fait une recommandation de stack sur mesure pour l'équipe de recrutement en place, quoi. Ok. Tu as testé des outils comme Zelic ou Human Linker ou des choses comme ça? Alors, Human Linker, j'avais testé il y a un moment. J'ai des super retours dessus, de clients qui l'ont Tu sais installé. parce que le CEO du Linker, il était à ta place du coup ce Ah ouais, matin là. vrai. Et c'est vrai que sur le papier, ça a l'air quand même assez canon. Donc moi, pareil, il faut vraiment que je teste là, depuis le temps qu'on m'en parle. Mais moi, je suis comme toi, pareil, je suis fan de tous ces outils. Alors, je les teste pas tous, tu vois. La preuve, je pose encore des questions parce qu'il y en a des fois, en fait, c'est que c'est trop compliqué pour moi, tu vois. Toi, genre Phantom Buster, moi, Guillaume, je l'adore, tu vois. Mais moi, par exemple, moi, je trouve ça compliqué, tu vois, pour moi. C'est-à-dire que c'est un peu... il faut être un petit level au-dessus, tu vois. Alors, toi, je pense que tu as l'air quand même un peu plus dégourdi que moi là-dessus. Mais tu vois, moi, si c'est pas ultra simple, moi, je peux vite skip, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que, en fait, moi, entre il y a tu vois, 4-5 ans, il y a 5 ans, quand j'ai commencé le gros, et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, aussi, il y a un truc qui se passe, c'est que, tu sais, c'est comme l'époque où on développait les sites web. Parce que moi, à la base, je suis dev, en fait. Je n'ai pas raconté, mais... Ah ouais? Ouais, en fait, moi, j'ai fait école... en fait, j'ai fait un DUT informatique. Ok. Et du coup, t'as pas fait une école d'ingé après? Ouais, j'ai fait une école d'ingé intégrée à la fac qui s'appelle MIAGE. Je sais pas si ça te parle. Et du coup, j'ai fait ça à Toulouse. Et après, je suis partie en école de commerce. Je suis montée à Paris pour faire mon école de commerce. Et t'as fait quoi? J'ai fait HEC master spécialisé. Il me semblait que j'avais vu HEC. Ouais, voilà. Que, tu vois, moi, le seul truc que je bosse avant un truc, c'est que je vais juste regarder, spotter le profil LinkedIn. Mais du coup, il me semble bien avoir vu le petit système HEC. Ouais, voilà. Et en fait, tu vois, c'est vraiment ce truc-là où avant les sites web, il fallait aller coder dans le dur. Et maintenant, tu as du no-code, tu fais 3 clics et tu as ton. Tu fais ton truc avec Webflow. Alors, encore une fois, c'est pas facile. Tu vois, moi, j'y arriverais pas, par exemple. Ouais. Mais toi, tu y arriverais très facilement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis même, tu as des outils maintenant avec l'IA qui te permettent de... Tu écris le site que tu veux, ça te génère les templates. C'est pas ça, genre avec Framer ou des trucs comme ça? Ouais, alors je me souviens plus de l'outil, mais j'ai utilisé un outil qui m'a bluffé l'autre jour, qui me disait justement, écris-moi quel site tu veux, et il me construit le site. Mais en fait, c'est un peu ça aussi que je vois, tu vois, dans le monde du gros, c'est qu'il y a un moment, moi, je me serais pas dit, tu vas faire des formations pour former les recruteurs à ces outils. Parce que c'était des trucs trop compliqués, il fallait être geek un peu dans l'âme pour pouvoir aller là-dessus. Mais maintenant...
Tu vois, on est dans la fenêtre un peu où en fait il y a des outils qui deviennent de plus en plus en 3 clics, très user-friendly et qui peuvent t'aider à faire des bons trucs de grosses, tu vois. Ah oui, carrément, tu vois, regarde, même des trucs ultra simples comme Lemlist ou Alaxi, moi, au tout début où ils sont sortis, putain, en fait, le truc, c'est qu'après, moi, je suis hyper difficile. Si dans les 2 premières minutes, j'ai pas compris où il fallait cliquer, où il fallait machin et tout, que j'ai un seul petit message d'erreur ou quoi, je peux zapper, tu vois. Donc, moi, j'avoue que pour me convaincre sur un outil, c'est les 5 premières minutes qui sont hyper importantes. C'est comme, moi, pour les outils, c'est comme quand tu visites un appart. En vrai, quand tu visites un appart, mais en vrai, quand tu visites un appart, jamais, au début, t'es pas chaud, et puis c'est à la 15e ou 20e minute, tu te dis, ah ouais, pourquoi pas. Je dis appart, maison, évidemment. Mais tu vois, en général, dans les 5 premières minutes, tu le sais. Mais moi, c'est pareil pour les tools. Et du coup, je t'ai branché un peu là sur les outils et tout. Revenons un peu dans le fil chronologique. Là, je crois qu'on était grosso modo il y a 2 ans. Donc, vous avez monté la communauté. Au début, vous gagnez pas d'argent avec ça. Là, je pense que premier business model, c'est le bootcamp. Ouais, exactement. Genre, vous le vendez combien? Il y a combien de personnes? Là, on se met... En fait, moi, fin décembre... Parce qu'en fait, moi, il faut se voir que comme avec mes associés, on a 8 ans d'écart, moi, je suis dans une frustration de j'ai plus mon salaire, tu vois. Alors que eux, ils sont étudiants, ils s'en foutent, tu vois. Moi, je me dis, les gars, là, fin décembre, je leur dis, là, si d'ici février, on n'a pas fait d'argent, moi, je peux plus, en fait. Et j'adore ce projet, mais je le mettrai dans une catégorie, je reprends des missions, tu vois, ce sera mon side project, mais ce sera pas mon main project, quoi. Ouais, exact. Donc, je pars en mode, OK, les gars, là, on a 1 mois en janvier, et on se dit, faut qu'on trouve 12 indépendants pour remplir une promo. Et je crois que le premier tarif, il est à 1500, tu vois. Donc, on fait rentrer, tu vois, ça fait 15 000, 20 000. Bootcamp, quoi. Ouais, voilà, tu vois. C'était quoi le programme? C'était quoi? Il y avait quand même, c'était full en physique? C'était full remote. Donc, c'était tout en ligne. Et c'était, je crois que c'était 3 fois 3 heures dans la semaine. Donc, c'était quand même un truc assez chargé. Pour eux, 3 fois 3 heures? Ouais, c'était... C'est limite too much, quoi. Ouais, c'était limite, moi, je paye le bootcamp et après, j'ai plus envie de le faire. Franchement, c'était limite too much. Je crois que c'était 2 fois de 3 heures obligatoires, 2 fois 2 heures obligatoires, et après, tu avais des bonus, tu sais, des office hours un peu, si tu voulais venir. Et au final, tout le monde venait aux office hours. Donc, c'était quand même super ça, bon vous signe. avez quand même réussi le truc, quoi. Et puis, en fait, on s'est mis en mode machine. Et donc, ça, c'est aussi un conseil, un truc que j'ai appris. En fait, on a signé sur un papier, mais vraiment, tu vois, sur un vrai papier, on a signé qu'on allait... trouver 12 indépendants qui voulaient se former au Gross Hiring, qui allaient nous payer et qui seraient contents à la fin, tu vois. Et on s'est dit, là, si en 1 mois, après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a développé, on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il y a un problème dans notre système. C'est-à-dire que notre communauté, elle n'est pas assez engagée. Si elle n'est pas capable de payer 1500 balles pour notre expertise, en effet, je suis d'accord avec toi, ça ne peut pas marcher, quoi. Et donc, en fait, à la fin, tu vois, à la toute fin, on trouve les 12, on embarque les 12 avec nous, et en fait, les retours qu'on a eu à la fin du bootcamp, je te jure, on en avait des frissons, parce que c'était... Enfin, vraiment, c'est la première fois où tu te dis, putain, mais ce que je fais, ça a du sens, ça aide les gens, ils te renvoient un truc. Il y avait des gens qui nous ont dit, moi, je sais même pas pourquoi j'ai signé avec vous. Limite, c'était juste parce que je vous trouvais sympa. Je ressors avec, ça fait 15 ans que je fais du recrutement, je pensais jamais que je pourrais faire tout ça. Et c'est comme si c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, tu vois. Trop bien. Donc là, vraiment, on était trop contents. On relance une promo juste après. La promo, forcément, là, on se dit, allez, on essaye de diminuer le temps parce qu'on se rend compte que, tu vois, c'était trop long pour les gens. Donc voilà, il y a eu un peu d'apprentissage là-dessus. Et en fait, la deuxième promo se passe bien. Je dirais un peu moins bien parce qu'il y avait 2-3 personnes qui n'ont pas forcément implémenté les outils, se sont lancées. C'était plus, tu vois, des gens qui étaient un petit peu là pour voir et tout. Donc, alors que nous, on voulait des gens... Un peu de passage clandestin, quoi. C'est ça. Nous, on voulait des gens qui mettaient en place les méthodes, qui les testaient et qui allaient les utiliser tout le temps en continu après, tu vois. Et tu sais que ça, maintenant, moi, en fait, j'en ai pas fait non plus beaucoup, mais tu vois, j'ai dû faire 5-6 bootcamps dans ma vie. Du coup, que moi j'organisais. Et ça, c'est qu'il y avait un truc que l'expérience m'a donné, c'est que 2, 3, 4 pommes pourries dans le truc, ça peut te niquer la cohorte, en fait, tu vois. Et donc, en fait, je pense que maintenant, même moi, dans le funnel, c'est bien de dire, c'est vraiment, mais si t'es pas surmotivé, si tu peux pas venir à tous les trucs, tu vas faire tous les exercices, en fait, c'est juste même pas la peine. Tu vois, parce que quand à chaque fois, j'avais des trucs, des fois, c'était des trucs hebdomadaires, tu vois, des fois pendant 2 mois, 1 fois par semaine, 1h30, truc en groupe. Et quand tu disais, bon, voilà, tout le monde a fait ses devoirs, et puis on regarde et tout, t'as des fois, j'avais des groupes de 5, genre sur les 5, il y en avait peut-être que 1 qui l'avait fait. Je dis, mais en fait, l'heure, elle va être, là, les gars, l'heure, elle va être pénible, en fait. Quoi, tu vois. Alors que normalement, moi, j'avais prévu de passer 10 minutes sur chacun de vous et de montrer tous les use cases à chacun. Et en fait, dans 1 heure, 1h30, ça aurait été trop cool, tu vois. Donc, ça, elle n'est pas motivée, il faut faire attention, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, je pense qu'il faut... Moi, j'ai toujours, même dans ma façon d'entreprendre et dans ma façon de construire tout ça, j'ai toujours pensé le long terme, tu vois.
Je me suis jamais dit, là, on va se faire 30 000 euros ce mois-ci avec un bootcamp. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment installer, tu vois, une discipline, donner les clés à des gens et puis surtout embarquer les gens avec nous dans le mouvement. Et en fait, si ça prenait pas, je serais partie sur un autre sujet, tu vois. Mais là, du coup, nous, c'était un gros enjeu d'avoir des gens engagés. Et en fait, on a réussi à avoir des promos qui s'engagent maintenant parce qu'on sait un petit peu comment voir aussi au début, tu vois, au moment où... En fait, tu vends pas à n'importe qui après, tu vois. C'est pas de forcer la vente si tu sens que ça marche pas. Donc là, vous lancez ça, donc c'est bien, l'oseille commence à rentrer. Ouais. Là, tu dis à tes associés, OK, ça reste mon principal sujet parce que moi, du coup, maintenant, c'est bon, je vais quand même pouvoir vivre, en fait, parce que j'ai pas votre âge, j'ai pas le chômage, enfin, j'ai plus le chômage. J'ai pas du tout le chômage, ouais. Voilà. C'est quoi le next step, du coup ? Next step, on se rend compte qu'en fait, là, les cabinets de recrutement commencent à identifier qu'ils ont besoin de se transformer. C'est la crise chez les cabinets parce qu'il y a eu le Covid. Momentum de ouf. Ouais, super momentum. Et puis, on se rend compte aussi que les cabinets, donc à ce moment-là, on se fait accréditer Calliope sur notre formation. Ça, vous avez été vite. Ouais, on a été très vite. Franchement, on a payé un super consultant. C'est notre époque peut-être aussi. Ça serait peut-être pas le cas aujourd'hui, j'en sais rien, mais... C'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Parce que c'est la merde un peu tous ces trucs-là maintenant, tous ces labels et tout, non ? Ouais. En fait, c'est très dur d'être CPF. Pour le CPF, c'est très dur. Pour Calliope, c'est un peu moins dur. Ah oui, voilà, je confonds peut-être les deux. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, nous, on a payé un consultant expert Calliope, assez cher, tu vois. À ce moment-là, c'était un risque qu'on comprenait, mais on s'est dit, allez, voilà. Et en fait, c'était surtout parce qu'on venait de se faire plumer. Et c'est d'ailleurs histoire horrible. Vas-y. En fait, on se rend compte que les cabinets peuvent être intéressés par notre offre. Donc, on se dit, on va pas leur faire à 1 500, ils vont former 10 personnes, on va leur faire à 10 000 euros. Donc, on se dit... On vient 2 mois dans tes équipes, 1h30 par semaine, on forme tout le monde, tu vois, on forme 10 personnes, 10 000 euros. Et derrière, tu vois, une super transformation pour le CAB et tout. Et là, on cherche quelqu'un, tu vois, pour nous faire un petit peu passer Calliope sans l'avoir, tu vois. Donc, quelqu'un qui qui vend la formation. Finalement, c'est nous qui faisons la formation. Ouais. Et on fait du portage Calliope, tu vois. Voilà, donc bon. L'histoire, déjà, tu la vois venir. Je te laisse raconter l'histoire, mais je la vois venir parce qu'il y a tellement de gens qui se sont fait niquer comme ça. Franchement, horrible. Et donc, du coup, tu vois, on venait de remplir 2 promos bootcamp, donc on commençait à amortir un peu les charges parce qu'en fait, nous, derrière, on avait quand même des charges, tu vois, donc on ne s'était pas encore payé, tu vois. Et là, on arrive à vendre à 3 cabs, on vend 30 000 euros, c'est vraiment nos premiers 30 000 euros d'entrepreneurs, quoi. Ouais, trop bien, quoi. Franchement, on était trop contents. Et on sait qu'on doit lâcher 10-15% à cette boîte de portage. On se dit, OK, c'est le deal, il n'y a pas de souci, tu vois. Et sauf que là, on fait la presta pour le cab. Et le jour où on réclame, on commence à l'appeler, le gars, on commence à lui dire, écoute, tu as encaissé l'argent de nos clients, maintenant, il va falloir nous payer. Ça répond pas, ça répond plus, ça décale les points, c'est vague par email. Et là, moi, je commence à monter en pression sérieusement parce que je me dis, c'est pas possible en fait. On va pas perdre ces 30 premiers 1 000 euros. Ah, tu m'étonnes. En plus, là, c'est la marge pure, quoi, tu vois, ouais. Et en fait, le gars a déposé le bilan. Ah, putain, le gars est venu dans un call parce que moi, je suis allée loin en fait. Je suis allée jusqu'à. J'ai écrit à son école de jazz. Il faisait du saxo en jazz et j'ai dit en fait, un tel est un voleur. Ouais. Il doit nous rendre notre argent. Et en fait, je lui disais, en fait, je vais pas te lâcher, tu vois. WhatsApp, truc. En fait, moi, j'étais un peu mon mentalité. Non, mais en fait, à ce moment-là, en fait, c'est quand. Franchement, moi, je le sais, parce que tu vois, j'ai été des deux côtés. Okay. J'ai celui qui a dû de l'argent, il y a celui à qui on devait et tout. Et en fait, à un moment donné, celui qui gagne à ce moment-là, c'est celui qui a le plus gros pouvoir de nuisance. Donc, en fait, à un moment donné, le mec qui te doit de la thune, faut pas que tu lui montres que c'est OK, quoi. Tu vois, il faut vraiment. C'est du quotidien, ouais, mais. C'est éreintant en fait de harceler quotidiennement quelqu'un. C'est ça, et en fait moi il y a un moment où mes associés ont bien fait de me calmer sur le truc. Ils m'ont dit écoute Marie-Lou, tu mets trop d'énergie là-dedans, on va se donner 1 mois pour re-signer ces 3... Déjà on se donne 1 mois pour passer Calliope, l'avoir, donc on s'en fout, on remet de l'argent, on a Calliope, et on retrouve 3-4 clients, on se prouve qu'en 2 mois on peut les retrouver. Et en fait du coup j'ai dit ok, je leur ai fait confiance sur le truc. Moi limite je les trouvais trop... gentils, trop naïfs, trop dans le truc. C'est eux qui ont raison. Et en fait, ils ont complètement raison. Et je me suis sortie de ce truc. Et en fait, ça a été la meilleure décision parce qu'après, toute mon énergie, tu vois, ça a alimenté mon moteur d'entrepreneuriat de ouf, en fait. Parce que je me suis dit, maintenant, je lâche pas. Et là, l'argent, il va passer sur notre compte, quoi, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est ce genre d'histoire qui te marque dans tes débuts d'entrepreneuriat. Maintenant, bon, tu vois, c'est dérisoire à côté de là de comment on a avancé. Mais à ce moment-là, ça aurait pu arrêter la boîte, tu vois. Ouais, ok, non, mais je vois très bien. Et encore... 30 000 euros, ça que ça fait trop chier. Moi, demain, tu me donnes 30 000 euros, je suis trop content, quoi, tu vois. Mais en fait, après, il faut juste se dire qu'en fait, à l'échelle d'une vie entrepreneuriale,
Moi, pareil, si je devais te noter sur un papier tous les trucs où je me suis fait baiser, où je me suis même des fois auto-niqué moi-même, tu vois, et là, je me rends compte que je suis un peu trop vulgaire, enfin, où j'ai perdu de l'argent, où j'ai mal investi ou quoi, mais en fait, ça fait peur dans le sens où je pense que je pourrais très vite arriver à, je sais pas, à 300, 400, 500 000 euros, tu vois. Ouais. Et en fait, à un moment donné, le meilleur moyen de se préserver de ça, c'est de dire, bah écoute, c'est comme ça, parce qu'il y a aussi des bonnes décisions qui ont ramené 5 fois, 10 fois, 50 fois plus. Et en fait, il faut accepter qu'il y a eu des moments où c'était Ouais, où on a exactement. perdu, quoi. Et voilà, perdu pour perdu, vaut mieux gagner, quoi. Tu vois. Exactement. Après, c'est ton esprit bien mobilisé sur le bon truc, ça vaut Ouais. plus cher que 30 000 euros en fait. Exactement. Et donc du coup, bah, tu vois, après ça, bah, en fait, on était au moment où on était le plus motivé, je pense, de la boîte pour tout casser, tu vois. Et en fait, on a signé à ce moment-là, en 8 mois, je crois, on a signé 60 cabinets. Ok. En 10 mois, tu vois, à peu près. 60 cabinets, donc à 10 000 euros, tu vois. Donc on a fait nos 600 000 euros et quelques, quoi. nos 600 000 euros et on s'est dit, OK, là, il y a un truc, parce que chaque cabinet, il y avait vraiment mais en fait, déjà, c'était des cabinets qui recrutaient des profils différents, tu vois, et Et nos par contre, techniques comment vous marchaient. faisiez, là, avec autant de clients, comment vous faisiez pour aller faire la formation dans les Bah, cabinets exactement. et tout, quoi. Bah, là, le problème est arrivé. On s'est dit, bah, là, les premiers, on les a fait nous, forcément, tu vois, c'est nous les coachs. Et là, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on recrute des coachs. Donc, on s'est dit, là, on va recruter les meilleurs experts grosses et on va les former au hiring et Ok. on va les embarquer avec nous. Il se trouve qu'il y en avait déjà qui étaient un petit peu dans le gros et dans le monde du recrutement. Donc, Ok. on a trouvé cela. Et en fait, moi, j'avais un gros doute et c'est aussi ce qui aurait pu freiner notre boîte, c'était de trouver des gens qui allaient être meilleurs que nous. Parce que sur un truc qu'on est censé avoir, tu vois, démocratisé et tout. Et en fait, on a trouvé des gens qui sont trop chauds, qui sont trop motivés. Et en fait, on a construit ça un petit peu comme un collectif de freelance. Ok. On s'est dit, allez, venez avec nous dans le collectif. Ça fait partie du mouvement. Donc, on a fait même tu vois, des apéros, des off-site. On a fait un off-site avec eux, des Trop trucs bien. avec des pulls, tu vois. Et moi, je retrouvais l'esprit un peu start-up, tu vois. Mais tout en T'as sachant fait chez que Kimono, j'espère, les pulls. on les a fait sur un vieux site. Bravo. Mais déconne. ouais, je connais Kimono, j'aime bien l'histoire aussi. Et en fait, tu vois, moi, ce truc-là de rester freelance, je comprends pourquoi ces gens-là aussi veulent rester freelance. Donc, ça m'allait très bien de faire tu vois, un collectif. Et aujourd'hui, Ouais. bah, en fait, ils sont encore avec nous, tu vois, ça fait plus d'1 an. Et voilà. Et donc, pour revenir à aujourd'hui, bah, en fait, on a toujours cette formation qui tourne bien, quoi. Tu vois, on forme en 2 mois soit un cabinet, soit une ESN, soit une boîte, une équipe de recruteurs. Mais on a en plus, depuis 6 mois, on place des grosses, donc c'est le même collectif en fait. On place des grosses dans les équipes. Et c'est un peu là beaucoup plus le côté agence productisée de Paname. Moi, j'écoute tous les podcasts de Moi Paname aussi, je là-dessus. l'adore. Parce qu'en fait, c'est comment tu centralises un peu, tu vois, tous les devs IA qu'on a pu faire, toutes les méthodologies qu'on a, et après, tu vas les appliquer en mode sur-mesure sniper, tu vois, pour ton client, pour que ce soit ultra adapté à son problème, quoi. Alors, attends, du coup, j'ai pas compris exactement la deuxième offre. Ouais. La deuxième offre, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure, tu vois, le RecOps qui vient dans tes équipes et qui met en place. Donc, par exemple, on va installer la grosse machine dans une boîte. Là, on était à Barcelone la semaine dernière. On installe la grosse machine dans une boîte où il y a 40 talent managers Ok. et on va les former dessus. On va aller, voilà. Et maintenant, on a aussi une certification en gross hiring, c'est-à-dire qu'une boîte qui a installé des nouveaux systèmes pour faire du recrutement avec du gros, en fait, on va aller former ces équipes derrière. Donc, c'est très complémentaire. C'est vraiment l'aspect consulting. Tu as un consultant qui vient chez toi, qui te transforme tes méthodes, qui te met du full enrich, du Captain Data, qui te fait des process différents, qui te fait... Même parfois, on peut aller, nous, générer des listes de talents pour eux, tu vois. Ou même générer des rendez-vous pour eux. On peut placer un consultant qui génère les rendez-vous, tu vois, par exemple. Ça peut aller jusque-là. Et tout ça, là, c'est-à-dire que vous avez réussi en fait à le faire qu'avec vraiment un collectif, avec que des freelances ou quoi. Alors que vous, dans l'équipe, vous êtes donc toujours les 3 associés. Ouais. Et vous avez des salariés ou même pas du tout? Non, on a un alternant qui est là depuis le tout début, donc il est là depuis 2 ans, qui maintenant est freelance avec nous. Mais en fait, on a toujours construit ça comme un collectif de freelance adossé au mouvement, tu vois, adossé à... Tu sais que moi c'est pareil. Moi, en fait, c'est pas que je suis anti-salarié, c'est qu'en fait, je pense que ça va plus trop en fait avec la nouvelle manière de travailler. Et pareil, moi aussi, je suis assez pro-freelance là-dessus, quoi. Pro-freelance, agence, enfin, délégué, quoi, sous-traitance, quoi. Ouais, mais carrément. Après, là, nous, on en vient vraiment aux questions, tu vois, de qui seront nos premiers salariés. Je pense qu'on est quand même une boîte. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Enfin, je suis encore en questionnement là-dessus, mais je me vois plus comme une boîte avec 10 employés, tu vois. Pas un truc énorme, mais vraiment, tu vois, les meilleurs consultants. Et puis les meilleurs, je sais pas, sales par exemple, les meilleures personnes au market, tu vois, les internaliser, les embarquer avec nous sur le long terme. Je pense que ça peut être un aspect aussi sympa, tu vois, de l'entrepreneuriat, mais que je dois encore découvrir, quoi.
Ok, est-ce que là, donc là, vous avez dépassé ou vous allez bientôt taper le premier million de chiffre d'affaires? Là, on a passé le premier million de chiffre d'affaires. On avait fait 600 000 sur le premier exercice. Et du coup, là, on est dans le deuxième. Ouais. C'est quoi, c'est de septembre à septembre? Ou de C'est décembre à décembre? juin à juin. De juin à juin, ok, original. Juin à juin, ouais. Ok. Et là, par contre, ça veut dire que là, vous êtes sur un trend où, là, de juin à juin, vous allez faire plus d'1 million Enfin, vous faites Ouais, plus de c'est 80 000 par mois, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, là aussi, l'aspect consulting par rapport à l'aspect formation, c'est qu'on introduit la notion de MRR, tu vois, Ouais. qui est vraiment intéressante. Parce que, en fait, tu signes quelqu'un, mais tu sais qu'il reste 6 mois, 12 mois, et puis tu trouveras des moyens pour qu'il reste plus, tu vois. Donc là, on est vraiment dans un calcul où on s'est dit, OK, il y a la formation qui tourne d'un côté, mais à côté, on essaie de construire ce consulting MRR. Et tu vois, d'ici décembre, on doit monter à un certain niveau de MRR pour pouvoir justement, alors c'est pas 80, parce qu'on a encore une balance entre formation et consulting, mais c'est l'idée, quoi. Parce que là, la boîte là, que tu es en train de me décrire, là, que vous avez en ce moment, ton associé là, qui est aux Ops, hein, c'est ça, hein, c'est Alexis, Ouais. qui est CEO. Ouais. Lui, j'allais dire, il doit pas se marrer là, en ce moment. Ça doit être costaud dans son, Ah son taf. bah Là, non ouais, non mais c'est sûr que en fait on est un peu Moi, ça organisé. m'angoisse, ça rien que d'y penser là, tu vois. Non mais en fait c'est Monsieur Process Ouais. et c'est vraiment tout est ultra processé, automatisé. On a des Airtable, on a des, tu vois, toutes les je sais pas, les conventions de formation, elles se génèrent toutes seules avec des espèces de make qui font 14 trucs. En fait nous on est vraiment trois grosses qui construisent dans notre boîte Ouais. avec le maximum, tu vois, de D'automatisation, ouais. productivité à l'intérieur de tout ça, tu vois. Et on a aussi des assistants, des assistantes, tu vois, qui gèrent tout ça. On a vraiment bien le truc automatisé, délégué. C'est vraiment notre quotidien, tu vois. Donc, Quand tu dis vous avez des assistants, des assistantes, vous utilisez quoi pour ça? des personnes, des vraies Oui, personnes. bah, Ouais, c'est c'est ça. Et donc, par exemple, tu vois, on a une assistante qui est ultra... Enfin, qui connaît tous les recoins des dossiers de formation OPCO et tout, tu vois. Donc, du coup, elle nous fait nos dossiers. Elle arrive à négocier les budgets et tout. Et donc, du coup, ça marche très bien. Après, on a une assistante qui va plus faire, dès qu'il y a des trucs un peu de saisie, dès qu'il y a des trucs un peu de... même de design, un peu des choses comme ça, elle peut, tu vois, s'occuper de ça. Ouais. Et toi, ton rôle maintenant, c'est quoi? Très sales? Ou Alors, justement, plus ça va, plus tu as un rôle vraiment de CEO qui prend du recul sur la strat, sur la RH, sur la vision, sur plein de choses comme ça. Bah alors, l'aspect vision, c'est vrai qu'on le gère toujours à trois. On est très... tu vois, Alexis, c'est le CEO. Et, j'avais compris COO, ok. Non, il est CEO et COO. C'est un peu particulier comme truc. Il y a deux rôles hyper importants. Ouais, c'est un rôle hyper important. Il y a numéro 1, numéro 2. Mais en fait, si tu veux, le CEO, c'est vraiment un truc partagé. On a vraiment la vision toujours commune. En fait, on est très soudés. Tu vois, on est trois associés. On est tout le temps en train de prendre les décisions ensemble. Et en fait, on a la même façon de voir les choses, la vision et tout. On est très, très alignés. Moi, je suis plus CMO, mais maintenant, je fais aussi beaucoup de sales. Ouais. Donc, j'ai vraiment le rôle d'aller toucher des gros, par exemple des investisseurs qui vont lever des fonds et qui vont aller devoir recruter sur plein de boîtes, tu vois, ou qui ont racheté des boîtes et tout. Moi, j'ai vraiment ce rôle maintenant hybride entre CMO, il faut que tout le monde connaisse le gros hiring, et sales, il faut qu'on close tout le monde, tu vois. Ok. Donc, et mon autre associé, il est vraiment, lui, head of sales, quoi. Enfin, tu vois, il est vraiment sur la partie CRO, quoi. Ok. Et c'est lui qui gère tout ça, donc la structure des offres et tout. Voilà. Et attends, mais du coup, pour finir sur la stack d'outils, du coup, vous utilisez quoi comme CRM? Alors, on a Pipedrive. Ok. Pipedrive, on utilise beaucoup Notion, c'est-à-dire que nous, on est des fous de documenter. Notion, moi, c'est l'amour fou. Ouais, franchement, c'est le truc qu'on ouvre le plus tous les jours. Oui, tout le temps ouvert. Franchement, avec mon agenda, j'ai 3 écrans, toujours Notion là, l'agenda là, et les mails au centre, quoi. Ouais, mais carrément. Et après, on a Airtable pour toute la partie, tu vois, gestion de tous nos alumni, tout le formé, tous les clients, tous les trucs comme ça. C'est la base un peu, tu vois. Une fois que tu as signé, ça bascule sur Airtable. Ensuite, on a des makes. Alors, on a des makes qui font peur. Franchement, c'est des trucs énormes. Mais voilà, on utilise beaucoup make. Donc, make, peut-être juste pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui te permet d'automatiser des workflows. Ouais. Grosso modo, c'est de faire, alors j'allais dire des bridges, on va utiliser les mots français, des ponts entre des outils. Exemple, mais tu sais, le truc tout bête, faire un pont entre YouSign ou DocuSign et Google Drive, qui dit en fait, ou dès qu'un contrat est signé sur YouSign, alors l'action est de mettre le contrat en PDF sur le Drive automatiquement. En fait, juste pour t'empêcher en fait, de le faire toi à la mano en fait, à chaque fois qu'il y a un contrat qui est signé, quoi.
Ouais, Ça, c'est le truc le plus simplissime c'est qu'on clair. puisse donner. C'est très bien. Mais en effet, tu peux aller très très loin avec ça, quoi. Ouais. Voilà, et puis ensuite, on est vraiment tout le temps branché sur LinkedIn parce que c'est là où, tu vois, c'est là où on se fait connaître, où on diffuse aussi tous les trucs. En fait, on s'est dit, on a lancé, tu vois, la Grosse Hiring Academy. On s'est dit, il y a 10% qu'on va donner public sur LinkedIn, en contenu. On donne, donc on fait un gros événement tous les mois. Et puis, derrière, moi, je fais beaucoup d'automatisation, de nurturing de toute la communauté, tu vois. Ok. Que la communauté soit alimentée avec du contenu intéressant chaque semaine, quoi. La communauté qui est sur Substack, Sur du Slack. coup sur la newsletter, c'est la même qui est également sur Slack ou non, c'est quand même deux choses différentes? Non, alors en fait sur Substack c'est vraiment que Bravo PME, tu vois. Mais on est d'accord que c'est un peu lié. C'est-à-dire que des gens de Bravo PME sont... Non, c'est vraiment Non, deux projets franchement, différents? Non, c'est deux projets différents parce qu'en fait il y en a certains qui m'ont suivi sur l'autre projet. Ok. Mais en fait, c'est tout, quoi. C'est tout, ouais. Parce qu'en Ça fait, on s'arrête est là. reparti de zéro en mode tous les recruteurs qui veulent se former aux grosses, venez sur le Slack, tu vois. Vous avez une newsletter du coup sur Grosse Hiring? Ouais, on a une newsletter aussi, mais en fait, c'est marrant parce que moi, j'adore le format newsletter, mais j'ai pas trop le temps de la gérer. Et j'ai pas eu le temps de la construire, tu vois, aussi bien que Bravo PME. Donc, c'est un des axes que j'aimerais bien. Par rapport à tout ce que tu me décris, Ouais. en fait, vous cochez toutes les cases, même les cases qui sont les plus dures, hein. Animer une communauté sur Slack, faire des events physiques, faire régulièrement des events en ligne ou quoi. En fait, limite, j'ai envie de presque te dire que la newsletter, c'est plus simple que ces trois autres Ouais, trucs-là. bien sûr. Mais en fait, on termes en a de temps. une, tu vois. On en a une, mais et elle ouvre bien. Je pense qu'elle est à 40, tu vois, % de taux d'ouverture. Donc, elle ouvre bien. On partage en fait le meilleur du Slack dans la newsletter et nos actus. Et tu vois, ça marche bien. Mais Ouais. moi, j'aimerais bien pousser le truc en ayant une newsletter, tu vois, sur le futur du recrutement, un truc ultra, tu vois, peut-être même pour notre cible plutôt dirigeant, tu vois. Bah, surtout que toi qui veux éduquer et, Ouais. et créer en fait une nouvelle catégorie qui est le gros hiring, bah là en fait il faut matraquer Ouais, quoi. ouais, c'est Et la clair. newsletter, je pense que c'est un bon channel d'éducation pour ça. Tu C'est vois. vrai, ouais, carrément. Ben là, on va lancer le média, donc on va lancer plutôt une chaîne YouTube. On va commencer à recevoir, tu vois, les gros DRH, les gros directeurs du recrutement, tout ça, parce qu'en fait, c'est eux qui ont aussi les clés de ce que sera le recrutement demain. Mais t'as Donc, 100% raison. ouais. L'autre jour, j'écoutais, j'avais reçu dans mon podcast, tu vois que c'est Jordan Chenévrier de Bulldozer. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est mon préféré. Tu vois, Ouais. si je devais garder que 5-6 personnes sur LinkedIn, il en ferait partie. Ouais. Et lui, pour toute sa catégorie de médias, tu vois, c'est sa newsletter, son podcast. Et il m'avait dit un truc hyper intéressant. Il m'avait dit, en fait, dans le podcast, j'arrête du coup, en fait, de recevoir même des entrepreneurs connus ou quoi, ou qu'est-ce. En fait, Ouais. moi, je m'en fous. Qu'est-ce que je veux avec le podcast? Moi, il dit, moi, en fait, d'abord, je vais commencer par quel est son ICP, quelle est sa cible. Il me dit, moi, en fait, je ne vends que des prestations à des CMO de grosses boîtes, de grosses startups, de grosses scale-up ou quoi. Et du coup, de quoi je vais parler dans la newsletter et le podcast? En fait, que de ça. Et du coup, je ne vais inviter que les CMO de Payfit, les CMO de Alma, les CMO de Miro, les CMO de Spendesk, etc., puisque c'est mon ICP. Et tu sais, en plus, après, il y a le fameux effet de halo. Et que demain, moi, je te mets sur Instagram une photo où je suis en train de dîner avec Beyoncé. Tu vas dire, putain, le mec, il est important. Ouais, Il dîne avec Beyoncé, il pèse. Mais en fait, je pèse pas plus que là en face de toi. C'est juste que tu me vois avec quelqu'un qui pèse, donc tu penses que je pèse. Et tu vois, c'est pareil. Ouais, si demain tu me complètement. vois avec le CMO c'est la CMO plutôt de Payfit, bah, tu dis, ok, c'est mon égal en fait. Tu vois. Et donc, je sais pas pourquoi je suis parti un peu dans ce monologue parce que ça m'a fait penser à ça. Mais toi, pareil, newsletter et podcast, je pense que c'est un podcast ou chaîne YouTube du moins. Chaîne YouTube et après où tu peux mettre sur les deux, ça me paraît hyper important quoi. Ouais, c'est clair, c'est la stratégie là pour. En fait, on fait un gros rebranding parce que c'était moi qui avais fait tout le design, tu sais, des trucs un peu en mode communauté, lancement, quoi. Ouais. Donc là, on est passé par une agence, on a fait un rebranding. Et à l'occasion de ce rebranding, on s'est dit, bon, allez, c'est le moment de lancer le média, ça nous démange depuis longtemps. Et donc, du coup, ça va être. Et c'est toi qui vas prendre en main ça, tu penses? Non, Alexis s'est occupé de ça, des interviews, parce qu'il a déjà un podcast, il a déjà tout le setup très aussi processé. Donc c'est plutôt lui. Et moi, en fait, je vais plus mettre la main dans le consulting. Donc c'est-à-dire que moi, je processe tout dans la deuxième offre. Ouais, tout l'aspect ops, justement, pour décharger un peu Alexis. J'ai structure, tu vois, tout ce qu'on va produire à nos clients en termes de consulting, les livrables et tout. Ça, je vais plus me mettre là-dedans. Donc, tu vois, on est tous les trois à pouvoir faire un petit peu tout dans la boîte, quoi. Ok, écoute, franchement, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on arrive à la fin où je vais devoir rendre le studio, que j'utilise depuis 2 jours. Est-ce qu'il y a éventuellement, je sais pas, peut-être des sujets
dont tu aurais aimé qu'on parle et sur lesquels je t'ai pas interrogé? Des sujets, bah écoute, non, moi ce que je peux dire, c'est que si on reste dans le sujet pro, euh, moi j'ai vraiment eu la sensation que trouver mes associés, ça a été un gros déclencheur. Donc je dirais que un message que je peux faire passer, c'est vraiment d'aller essayer de bien s'entourer et de tester, de travailler sur des petits projets avec les personnes, Ouais. pour pouvoir voir avec qui tu as vraiment envie d'avancer. Et parce que moi, j'ai l'impression que dans ma vie, dans mon parcours, c'est vraiment le plus important. C'est pas tellement, en fait, tu sais, on te dit souvent, c'est pas la destination, c'est le chemin. Mais en fait, pour moi, c'est même pas le chemin, c'est avec qui tu fais le chemin, tu vois. Parce que je me suis déjà retrouvée sur des chemins avec un peu, tu vois, les mauvaises personnes ou pas forcément les personnes que j'avais envie d'avoir toute ma vie à mes côtés, ou alors dans cette période-là à mes côtés. Et en fait, moi, c'est un peu ça le message à faire passer. Et je trouve que, tu vois, un truc qui avait bien marché pour trouver mes associés, c'était, on faisait 1 heure avec Hugo. Quand on a quitté Miro, en fait, on continuait à faire 1 heure où on se mettait 30 minutes sur ses sujets. Moi, j'étais consultante pour lui. Et lui, il était 30 minutes consultante pour moi. Okay. Et ça marchait super bien. J'ai fait ça avec 2-3 personnes, tu vois. Et en fait, ça te permet de voir si, déjà, t'as un bon fit quand il se plonge sur tes projets. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il est-ce qu'il prend le truc? Est-ce que ça lui tient à cœur aussi? Est-ce que juste après, il va t'envoyer un truc parce qu'il dit « Ah ouais, j'ai pensé à ça ». Et le deuxième avantage de ce système-là, c'est que une fois que tu te dis « Allez, je m'associe », en fait, il connaît tout ton historique parce qu'il sait comment tu travailles, il a vu tes projets d'avant et en fait, il y a un lien qui est déjà créé. Donc, c'est resté sur le sujet pro, mais vraiment, moi, je trouve que ce sujet de trouver les bonnes personnes, bien s'entourer, tu vois, la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes et tout, c'est vraiment mon sujet fétiche, quoi. Mais ça, tu as raison. En fait, l'association, en vrai, c'est tellement compliqué. En vrai, c'est aussi compliqué qu'un bon mariage ou quoi qu'est-ce. Et c'est pour ça que, franchement, la meilleure, du coup, pour rester sur l'allégorie, plutôt la métaphore du mariage, en général, quand tu rencontres une nana ou un mec en soirée ou à l'école, au boulot ou encore une fois où tu veux, en général, tu vas pas te marier avec elle le lendemain et tu vas pas faire un enfant avec elle 48 heures après. Ouais. Tu vois, d'abord, tu fais des queutrus, tu vas au cinoche, tu vas dîner, tu vas passer des vacances, tu peux peut-être commencer à habiter ensemble. Et après, encore une fois, tu vas à la vitesse que tu veux. Mais quand même, dans les faits, si tu veux apprendre en fait à vivre avec la personne, c'est bien de tenter des trucs qui sont pas hyper engageants. Et c'est pareil, encore une fois, avec l'association, parce que une fois que c'est fait, pour casser une association, c'est relou, c'est chiant, t'as perdu du temps, il y a beaucoup d'administratifs, c'est très lourd, c'est très flou aussi pour les clients, pour les éventuels salariés que t'as déjà. Enfin, bref, c'est que des emmerdes. Une association qui pète, c'est que des emmerdements. Donc en fait, il vaut mieux le savoir avant. Et c'est pour ça qu'il y en a plein, des fois qui... tu vois, moi, en ce moment, je suis en train de lancer un truc qui s'appelle Frisbee. Ouais. Ça fait 6 mois qu'on est dessus. On n'a toujours pas créé la boîte avec mes 2 associés. Parce qu'en fait, on attendait le bon moment d'avoir vraiment notre PMF, le fameux Product Market Fit, qu'on ait vraiment un produit. On se dit, vas-y, on ne se fourvoie pas, il y a vraiment un produit, ça peut vraiment marcher, ça peut vraiment être un projet ambitieux. Ok, tu vois, là, je pense que la décision se prendra peut-être dans 1 mois, avant Noël, tu vois, un truc comme ça. Mais ça veut dire qu'on sera resté plus de 6 mois à faire quelque chose, à faire du chiffre d'affaires, à prendre nos 100 premiers clients et on n'a pas de boîte, quoi, tu vois. Bah ouais, mais c'est bien, ça peut être une solution, hein, franchement. Et pourtant, on se connaît bien en plus, tu vois. Ah ouais, mais on est potes parfois, et tout. C'est ça. Et par contre, moi, je crois pas trop au truc, il faut pas s'associer avec ses potes et tout. Moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas de règle pareille. Ouais, voilà, moi, y a pas de des fois, règle, ça s'est bien passé. Là, tu vois, ça. c'est en train de très bien se passer. Des fois, ça s'est moins bien passé pour diverses raisons. Ça peut être aussi ma faute, tu vois. Donc, bref, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Ouais. Et sinon, un autre sujet dont on n'a pas parlé et qui, je pense, peut balancer un peu avec ça aussi, c'est que moi, je me suis rendu compte d'un truc. Je sais pas si tu connais ce concept ou si tu l'expérimentes ou pas. C'est un peu au niveau des énergies yin et yang. C'est un peu plus perché comme sujet. Ah putain, mais si, je sais où est-ce que je l'ai entendu. Du coup, vas-y, je te laisse. C'est vrai, tu l'as peut-être entendu de... je crois qu'en fait, je l'ai entendu quand je t'ai découvert dans le podcast de Paname, non? Ah, c'est possible avec Paname, c'est possible. C'est lui qui en parle ou c'est toi qui en parle? Je pense que c'est moi qui en parle. Hein. Ouais. Vas-y, trop chaud, parce qu'en plus, le pire, c'est que ça, je pense que je l'ai entendu, parce que j'écoute souvent des podcasts avant de dormir. Ouais. Et c'est le moment où je commençais à être un peu dans un entre-deux. Donc en vrai, je me rappelle plus de l'histoire. Trop bien, je me rappelle que je l'ai écouté, je l'ai entendu il y a pas longtemps. Ouais, mais je sais que j'en ai déjà parlé dans un des podcasts. En fait, moi, je me suis rendu compte que, tu vois, je suis une entrepreneur, je fonce, je fais beaucoup de sport dans ma vie,
J'aime bien avancer, j'ai envie d'avancer tous mes projets. Et ça, en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années, quand j'ai appris ce concept, que c'était mon énergie yang, tu vois. C'est un peu... Yin-yang, ok. Voilà, tu as une énergie... à l'intérieur de chaque personne, qu'on soit homme, femme, peu importe, tu as forcément une énergie masculine, une énergie féminine. Et c'est pas les gars ont une énergie masculine, les filles ont une énergie féminine. C'est plus complexe que ça, tu vois, il y a des subtilités. Et en fait... moi, cette énergie masculine, elle me permet d'aller, cette énergie yang, elle me permet d'avancer mes projets, elle me permet de faire plein de choses, d'accomplir et d'aller vers, tu vois, des choses qui drivent un peu ma vie. Et en fait, je me rendais compte que j'avais un déséquilibre quand j'étais que dans cette énergie. Du coup, il fallait que j'ai trouvé des moyens d'équilibrer. Et c'est du coup d'aller dans cette énergie yin qui va être totalement différente, qui va être beaucoup plus dans, par exemple, l'écoute de tes émotions. Le moment où tu vas être dans la... Par exemple, pour la créativité, parfois, il faut être dans la contemplation. Il faut laisser tu vois, un espace pour ressentir les choses. Il faut te connecter à la nature. Il y a des féministes qui vont pas être contents de ce que tu dis là. En fait, en gros, l'action, c'est une énergie masculine et la contemplation, du coup, c'est plutôt féminin, c'est ça? En fait, c'est comme s'il fallait détacher cet aspect de énergie masculine, c'est homme. C'est Ouais. là où le problème il est, Ah, tu ok. vois. C'est plus mâle et femelle, quoi. Voilà, et c'est pour ça que le yin et yang, c'est bien, en fait. C'est Ouais. chaque homme a du yang et du yin, chaque femme a du yang et du je yin. comprends. Et du coup, tu vois, en fait, le yang, ça va plus être axé sur ça. Mais en fait, c'est important de trouver son équilibre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui rentrent dans des mécaniques un peu peut-être de burn-out, tu vois, de choses où ils sont trop centrés là-dessus. Parce que du coup, je pense que même chaque homme, tu vois, qui est entrepreneur, a besoin de se laisser un espace aussi où il trouve son yin, où il trouve son équilibre. Ça va être des choses où il va pouvoir beaucoup plus se ressourcer, tu vois, se recharger. Et c'est, tu vois, quand des personnes disent, moi, j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin d'être... de rien faire pendant 4 heures parce que c'est ce qui va me permettre de me ressourcer. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ces deux énergies, j'ai commencé à essayer de faire des méditations un peu pour me mettre dans mon énergie yin ou dans mon énergie yang. Et tu y arrives ou pas? Ouais, franchement, j'y arrive. Alors, surtout dans l'énergie yin, en fait, parce que le yang, j'ai pas besoin, en fait. C'est un truc, ma vie est faite pour que, tu vois, j'avance mes trucs. Et moi, c'est souvent par le voyage. J'ai besoin de sortir par le voyage. C'est ça intéressant. me met mon énergie yin, ça m'équilibre. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, du coup, pareil, je suis vachement dans l'action. Et c'est pour ça que je suis un peu obligé, toutes les 6-8 semaines, de bouger, en fait. Tu vois. Ouais. Là, tu vois, par exemple, là, tu vois, j'arrive dans un moment où, tu vois, là, j'arrive au bout. Tu vois, je suis à fond, là, depuis le 20 août, depuis que je suis rentré de vacances. Ah ouais. Mais j'ai adoré. J'ai adoré ce sprint parce que je suis en lancement de boîte. Et en plus, ça marche. Donc, en plus, quand tu te prends cette énergie positive de la croissance, etc. On voit aussi tous les problèmes que ça apporte, mais du coup, qui te mettent encore plus en mouvement ou quoi. Et ben moi, j'ai besoin... Alors, j'ai de la chance, ma femme est également entrepreneur. Et du coup, on a une fille qui a 8 ans. Et en général, on se barre toutes les vacances scolaires. On va ailleurs, tu vois. On a un appart en Espagne ou on essaie d'aller un week-end ici ou là. Trop bien. Et là, tu vois, cette année, là, je ne l'ai pas fait parce que justement, là, j'ai trop de taf. Et donc, ma femme et ma fille, elles sont en Espagne. Ok. Et je pense, en fait, en effet, moi, à chaque fois, ces breaks, en fait, c'est plutôt c'est pas de recul, parce que je vais pas tout couper ou quoi, mais ça me permet, tu vois, d'être plus, de pas bosser 10 heures dans la journée, tu vois, je vais bosser que 2-3 heures, par contre, ça va être 2-3 heures bien. Et surtout, en fait, je vais réfléchir énormément, quoi. Donc, je pense que c'est ça, en fait, le yin, en fait. Ouais. Exactement. Et souvent, tu as l'impression que si si tu coupes dans ton élan, tu vois, de bosser à fond et tout, ça va te freiner. Mais franchement, je pense qu'il y en a plein qui ont expérimenté. Quand tu prends un pas de recul, tu penses à autre chose, tu te mets dans un autre contexte, un autre milieu beaucoup plus reposé et beaucoup plus ouvert à de la réflexion. Et ben, en fait, les idées, elles apparaissent, les trucs se structurent dans ta tête. Et finalement, à travers cette énergie yin, ça va aussi apporter, tu vas bénéficier à ton bien-être et à tes projets aussi, quoi. Ouais, non, carrément. Écoute, je crois qu'on va finir sur le yin bien. et le yang. On est d'accord, le yin et le yang, c'est du coup c'est ce petit signe blanc et noir avec un point des deux côtés. Exactement, c'est ça. J'avais, alors, grosse faute de goût, mais je me rappelle quand j'étais petit, j'avais le collier acheté au marché de la plage. Ah, mais t'étais déjà dans l'équilibre. Avec le yin et le yang, je me rappelle très bien. Marie-Lou, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans le podcast. Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices d'avoir également écouté jusqu'au bout. Où est-ce qu'on te suit, toi, principalement, du coup? Écoute, sur LinkedIn. Marie-Lou Girard. Marie-Lou Je crois Girard. qu'on n'a jamais dit ton nom de famille pendant le... Ouais, très bien. Et donc, le projet, c'est Growth Hiring. Exactement. La newsletter, c'est Bravo PME. Vous tapez Bravo PME sur Google. Newsletter, je pense que vous trouvez. Sinon, c'est sur Substack.
J'oublie autre chose. Non, il n'y a pas d'autres réseaux où on te suit. Donc, du coup, bientôt YouTube. Bientôt YouTube. Et voilà, moi, c'est si vous avez des problèmes de recrutement, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, si vous voulez aussi parler d'entrepreneuriat, c'est toujours avec plaisir. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, un petit like. Ouais, j'étais en train de chercher le mot. J'allais dire pouce bleu ou quoi, le mec, le boomer, quoi. Un petit like, bien sûr. Abonnez-vous, comme ça, au moins, ça vous met des petites notifs pour les prochaines vidéos qui sortent. Si vous nous écoutez en audio, là, le plus important, c'est de nous mettre 5 étoiles. Que Spotify, Apple Podcasts, Deezer, les autres, pas la peine, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout un peu. Mais au moins pour les autres, un petit 5 étoiles, c'est hyper important pour moi. Et sinon, je vais me stopper net, sinon je vais parler pendant des heures. Merci à vous tous, merci beaucoup Marie-Lou. Et je vous dis à très bientôt dans La Chapelle Radio. Merci. Et fin de journée. Merci à toi. Trop bien. Écoute. On est bon sur le timing. Il est 18h, j'ai 2 minutes de retard. Ils vont me gronder. On va se dépêcher à 2h. Non, non,